Irremplaçable, cette personne est irremplaçable. Hello! Ça va et toi? C'est toujours bon demain 14h ou pas? Comment ça, tu viens pas? PCR et quarantaine pour les gens en provenance d'un autre pays de l'Union Européenne. Ah bah je comprends, écoute. Je passerai pas dans ton podcast. Aïe. Irremplaçable, cette personne est irremplaçable. Irremplaçable, cette personne est irremplaçable. On est avec Julien Granel. Bonsoir, bonjour, je ne sais pas. C'est un podcast, je pense que les gens peuvent écouter ça à toutes les heures qu'ils veulent. Ça fait plaisir que tu sois là. On se connaît depuis très peu. Enfin, j'imagine que tu suivais mon travail avant qu'on se Bien rencontre. entendu, ça faisait à peu près 5-6 ans, si je me trompe pas. Voilà, sachant que ça fait 5 ans que je fais des... Non, c'est pas vrai, C'est ça fait... mais non, je t'avais vu roder des trucs, à peu près, hein. Non, en vrai, de vrai, c'est quoi? Ça fait le 4 février 2021, là, ça va faire 7 ans que je fais des blagues, mais je sais pas si la dernière année compte. Ah, Du c'est coup, vrai. est-ce que ça fait vraiment très 7 ans? Johnny Hallyday, cette phrase, hein, les 7 ans de carrière, là, avec la date placée. C'est vraiment un truc de Johnny Quelle Hallyday, je horreur. trouve. Je sors un spectacle spécial avec tous mes amis Mais 7 ans de carrière. pour mes 7 ans de carrière. Non, mais on était en train de parler de confinement et tout ça avant. Non, pas du tout. Attends, pardon. D'abord, faut que j'évoque d'où on se connaît. Déjà, Julien Granel, toi, tu fais de la musique. Exactement. J'ai assez bien résumé le truc. Je crois que c'est à peu Pour près l'instant, ça, je me plante pas trop. Et on s'est rencontrés dans l'émission 60 sur Canal+, présentée par Kian Kojandi, où il y a 60 artistes sur 60 minutes. Donc 60 secondes par artiste qui s'enchaînent. Et on était vraiment à la queue leu-leu, un peu à un rythme industriel, à enchaîner les uns derrière les autres. Et j'étais derrière toi. C'est vrai, on a passé des moments d'attente et de montée d'adrénaline ensemble pour notre rencontre. C'est très bizarre ce truc où t'es dans la queue, en plus avec des gens que tu connais. Oui, et puis il y a tout le monde qui est un peu en stress de ouais. Bah alors attends, là, ça dure qu'une minute. C'est un peu le stress, tu vois. T'as peur de déborder, t'as peur que la personne avant déborde. Et je pense que le mot que t'as utilisé, c'est le bon, le stress. Et du coup, t'as un peu ce rire stressé, tu sais, de n'importe quoi. Ah, excuse-moi, je t'avais pas vu. quoi. Mais tu sais pas trop pourquoi tu rigoles. Mais... Qui est fédérateur. De ouf. Ouais, voilà. Et toi, c'était très cool ce que t'avais fait d'ailleurs merci beaucoup. À 60. Je vais vous faire une prod en 1 minute. Je te retourne. Merci, c'est gentil. Alors, je sais pas si c'est marrant parce que du coup, j'en ai vu très peu. Et dans le truc, parce que t'es un peu focus sur ce que tu dois faire toi. Je pense que du coup le mec juste avant, le mec juste après, tu suis, et peut-être après les gens qui sont très loin de là où t'es, parce que t'es un peu détente en loge. C'est ça, c'est quand tu reviens dans les loges qu'il y a l'écran, et là tu peux voir mais c'est vrai que sur le moment c'est hyper frustrant parce que tu vois pas les 5-6 avant toi, tu vois pas les 5-6 après. Alors qu'il y a des trucs cool. Grave. Quoi. Il y avait des grave. Trucs, il y avait des du trucs coup sympas. c'était trop bien de regarder l'émission et de les découvrir. Ça j'ai kiffé. J'ai toujours pas vu. Ah mais le truc, ouais, tu sais, c'est ce qui m'arrive à chaque fois que je passe sur Canal+. Je dis ça comme si ça arrivait toutes les semaines. Où j'ai pas les codes en fait. Oui. Ah bah oui. Et bah alors tu sais que je les ai pas non plus. Mais j'ai participé au podcast un bon moment de Kian juste après. Qui est sur Canal. Et qui te bicrave des petits codes Canal comme ça. Ah c'est vrai. Il faut vraiment que je me ça m'a sauvé, sinon j'aurais pas vu. À des gens plus importants. À quoi tu sers, Verino? À quoi ça sert d'inviter Verino dans ce podcast? À rien. C'est clair. On le n'a mec aucun ne avantage. paie pas ses codes Canal. Rien du tout. Rien du tout. Ça se fait vraiment un peu par hasard les trucs que je découvre musicalement. Donc je t'ai découvert comme ça. Et j'écoute très régulièrement depuis. C'est très fun ce que tu fais. Et pour la petite anecdote, tu connais ma colocataire. Ok. Qui, je t'en avais parlé quand on s'était vu à l'Européen pour ça, parce que elle a une marque qui s'appelle Wanda Kammer. Oui. Et elle m'avait dit à l'époque qu'elle t'avait brièvement habillé. Ouais. Et elle m'avait dit, je lui avais demandé parmi les artistes avec qui elle avait collaboré et tout, s'il y avait des gens qui dénotaient. Elle m'a dit Julien Granel, trop sympa. Oh, trop gentil. On l'embrasse. Et que tu lui avais rendu les trucs tout bien pliés, tout bien. Ah, c'est trop mignon. Mais les chemises sont trop belles, hein. C'est vrai, les chemises Wanda Kammer, c'est des très trucs colorés et tout. Ouais, voilà. J'aime bien. Ouais, non, je trouve que ça te va bien et ça pourrait bien vous aller aussi. Moi, je sais pas si j'assume complètement. Pour moi, déjà aujourd'hui, j'ai fait un effort. C'est pour toi ça. Et ça, c'est un pote. C'est une pote à elle qui a une marque qui s'appelle Irné.
Ok. C'est des trucs comme ça, des aplats de couleurs qui sont assez tu chouettes. tu t'es assorti au décor. Ça fait ça bien. J'ai fait ça pour toi. Je suis en train de réaliser quand même que la première chose que t'as vu de moi musicalement, c'est moi en train de faire un remix de Marine Le Pen. Absolument. Et ça... Et t'as pas été dans le jugement. Et non, Et pas du ça- tout. Tout de suite, j'ai waouh. Tu sais, j'avais un peu ce truc de, tu sais, cette fameuse phrase de John Lennon. Je suis un artiste. Donnez-moi un tuba et j'en ferai quelque chose. Lennon said, I'm an artist. You give me a fucking tuber, I'll get you something out of it. Bah voilà, toi, C'est ça. on t'a donné Marine Le Pen. Donnez-moi le mot Marine Le Pen, j'en Ouais. ferai une prod techno Exactement. en quelques secondes. C'était énorme. Julien Granel, tu ne sais pas qui tu es venu remplacer Pas du tout. dans ce podcast, donc merci d'être venu en dépit de ces circonstances. plaisir. Tu es venu remplacer quelqu'un qui est aussi dans le milieu de la musique. Ok. Et peut-être que ça t'aidera. Julien Granel, merci d'être venu remplacer Angèle Yes. dans ce podcast. Parce qu'il y a eu des... Tu sais, maintenant, il faut des tests PCR quand tu viens depuis Ouais, la voilà. Belgique. Elle a pas pu parce que. Et voilà, donc c'est la merde. Donc déjà... Alors, du coup, moi, j'ai préparé des questions pour Angèle à la base. Donc, Ok. je vais te les poser. Et tu Nickel. réponds un peu comme tu peux, comme tu Très veux. bien, comme très, tu très veux. bien. Il n'y a pas de règle. Hein. Ok. Déjà, première question. Angèle, Bonsoir. est-ce que vous pensez que Julien Granel en a marre qu'on lui rappelle en interview qu'il a fait vos premières parties? Alors moi déjà j'en ai marre qu'il fasse ma première partie. Ça commence à être relou. Le gars est dans le tourbus, ne bouge pas. Parce que c'était Fais quoi la en fait? fête. Il a fait les premières parties de la tournée de l'album Brawl, c'est ça? Exactement. Il Ouais. a fait les premières parties. Ça a duré de la longtemps, quand tournée même. Brawl. Ah ouais, on est sur 1 an et demi de tournée, même un peu plus, parce qu'on Oh, a wow. terminé en février. Et lui, il était sur les 1 an et demi. Il était sur les 1 an et demi, très relou. Une fois qu'on le met dans le tourbus, il bouge plus le gars. C'est vrai. Il est là, il avait prévu des valises sur 1 an et demi. Est-ce qu'il y a eu Il bougeait plus. des symptômes un peu de comment on appelle ça, de manque, des tics quand on arrivait, enfin post-tournée chez lui, vous pensez? Je pense beaucoup parce que je crois que ça l'a bien occupé pendant cette année. C'est un jeune artiste, donc il avait probablement pas grand-chose à faire. Non, mais du coup, premier degré, c'est vrai que dans beaucoup d'interviews, on me parle directement d'Angèle parce que forcément, j'ai fait 1 an et demi de tournée avec elle, mais j'ai pas vraiment de problème avec ça parce que ça a été la manière dont les gens m'ont découvert pour la plupart. Et pour moi, c'était un tremplin et c'était hyper cool. Donc, j'ai aucun souci à ce qu'on me parle de ça parce que c'était juste trop bien quoi, de jouer dans des zéniths. Enfin, au contraire, c'est cool. C'était vraiment des moments ouf et du coup, j'ai pas de souci avec ça, quoi. Ouais, ça a l'air. Enfin, je pense que de manière générale, un artiste, d'autant plus quand il est bon, plus tu rajoutes des gens, plus ça peut faire un truc ouf. Julien Granel, je sais pas comment le définir, mais je pense qu'un des mots qui reviendrait souvent, c'est il y a de la jovialité. Allez, c'est gentil. Julien Granel dans un zénith, ça marche bien. C'est cool. Enfin, j'ai l'impression, hein, j'ai jamais été dans un zénith perso. Non, mais c'était super. En tout cas, l'accueil du public d'Angèle était incroyable. Vraiment, souvent, l'exercice de la première partie, c'est un truc très compliqué. Parce que c'est des gens qui J'en ai viennent beaucoup fait. voir. Ouais, bah, moi aussi, j'en ai beaucoup fait, même avant la tournée d'Angèle. Et il y avait des moments un peu complexes parce que parfois, tu arrives face à un public qui est pas forcément qui va pas avoir forcément toutes les clés pour soit comprendre ta musique ou qui va tout simplement pas l'aimer ou juste se dire ok, vivement qu'il termine parce que il y a le vrai artiste qui arrive après. Et ça, c'est un peu l'exercice compliqué. Le kiff que c'était dans les Zéniths, c'était d'arriver et que ce soit La bonne surprise. pour les c'était gens, trop je dis. cool. Ouais, Angèle a été trop cool d'aussi bien mettre en avant le truc parce que du coup le public connaissait un peu dans les salles et savait ce qui allait se passer. Donc, C'est-à-dire de le mettre en avant en amont, tu dis. ouais, voilà, c'est ça. Elle était hyper cool de grave jouer ce jeu-là sur Instagram et tout. Et au final, il y avait une bonne partie de la salle qui savait qui était en première partie grâce à ça. Et du coup, c'était un plaisir parce que c'était vraiment un accueil ultra chaleureux. Et moi, c'était un plaisir de chauffer la salle jusqu'au max pour que ça puisse commencer. Ça c'est dans en vrai, hein, c'est un bonnes vrai, conditions. ça c'est un vrai plaisir. Ça vient avec des contraintes et puis des problématiques, mais c'est un des vrais plaisirs quand tu fais la première partie de surtout si c'est un artiste que tu respectes et que t'aimes bien.
de repartir un peu un peu fier en te disant genre ah ouais je te les ai mis bien. Genre là Grave. tu peux y aller. Eh bah, tu Tu sais, vois à chaque fois que je sortais de scène, on se croisait du coup dans le couloir, on se checkait, je disais ils sont chauds. Ah mais t'es là pour ça. Hein. Je donnais des notes en vrai à chaque public. C'est vrai. Tu lui disais genre 7,5. J'ai aucun endroit où je me suis dit là c'était chaud. Ah bah tant Si, mieux. Cool. une fois ils parlaient tous flamand. C'était à Anvers, Ok. à la Lotto Arena d'Anvers, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. On dit Anvers d'ailleurs. Ouais, je crois. Et Dont le maire récemment, je sais pas si t'as vu, j'ai vu passer ça. Ah, j'ai pas vu. C'était un fait divers, un truc un peu. J'ai vu ça sur À Juste Titre. Je sais pas si tu connais Non, je cette connais page pas. qui est. Bref, il y a le maire d'Anvers qui a fait une interview télé sur Zoom. Ok. Et putain, mais les gars, faut vérifier s'il y a des miroirs derrière vous, quoi. Oh non, oh non. Et La il a classique. pas de pantalon. Si c'est un troll, c'est magnifique. Et c'est un génie. Qu'il a fait exprès, Oui. ce serait incroyable. Ce serait fou. Mais je sais pas s'il a du second degré à ce moment-là. le maire. Ouais, je sais pas, je connais pas la personne, mais en tout cas, c'est très drôle. Mais- Mais en tout cas, à Anvers, du coup, la majorité du public parlait pas forcément français. Même Ouais. s'ils venaient écouter un concert d'Angèle. Bah, c'est de la musique, quoi. Donc t'es pas obligé de. Et j'avais demandé justement à toute l'équipe d'Angèle et tout, je leur avais dit, bon, vu qu'eux ils connaissent bien, je leur avais dit est-ce qu'il vaut mieux parler français, anglais, Ouais, je sais bah pas comment aborder le truc. Il me C'est-à-dire disait, dans bah, tes interactions avec ouais, les c'est gens. ça. Genre. Il disait, bah. Fais un Est-ce petit que effort vous parce êtes hot si c'est juste français, c'est genre salut, et puis si c'est anglais, ça va être aussi bizarre, et Ouais. bon courage. Et on m'avait fait un petit papier. C'était Sylvie, la manageuse d'Angèle, que j'embrasse. Elle m'avait fait un petit papier avec un chant de stade. Vraiment, c'était Iris da Fieste ou je sais pas quoi, et les gens ils répondaient Ouah, Iris da Fieste. Et du c'est coup, je chaud. me dis trop C'est bien, chaud. elle m'a donné ça, c'est parti, j'ai trop hâte de faire ça. C'est genre un truc de où est la fête, c'est ici la fête. Exactement, Ouais. exactement. Et j'avais genre un petit papier avec le truc écrit en phonétique sous mon clavier. Et à un moment, je me suis dit, c'est le moment, on se lance. Et j'avais fait une vidéo, elle est sur Instagram toujours, je crois. Et je suis là et je fais, Ouah, Riz da Fieste. Et je dis n'importe quoi, je dis pas du tout le bon truc. Et ils font genre. Mais tu sens qu'ils sont en mode, ouais, Genre, ouais, on te fait une fleur. c'est bon, t'as fait l'effort, c'est cool. Angèle, comment vous définiriez votre style musical? Je pense, en parlant en son nom du coup, que c'est un mélange de pop, de variété dans le sens chanson, et d'influences beaucoup plus électroniques ou de groove par exemple. Et c'est un truc sur lequel je la rejoins vachement, parce que c'est un peu une nouvelle manière entre guillemets de faire de la pop. Et je trouve que c'est ça qui a bien fonctionné dans son album, c'est que on se retrouvait avec des morceaux pop, mais qui d'un coup avaient ce petit truc en plus de fraîcheur qui allait parler à une nouvelle génération. Et après aussi surtout des textes, parce que c'est très important ça, dans son cas les textes, qui allaient devenir un peu générationnels quoi. Du coup, Ouais, carrément. je me sens, c'est pour ça que je réponds en son nom, parce que du coup je me sens assez proche de cette vision de mélanger des influences électroniques avec des influences plus de groove, voire de jazz des fois dans les accords, et de garder ce truc très pop dans le sens de vraiment faire une chanson quoi. Justement, parce que j'avais demandé, elle est chiante cette question, non? On vous la pose pas souvent. C'est Enfin, compliqué. moi en tant qu'humoriste, les humoristes, on la reçoit beaucoup aussi de. C'est comment Charles Nouveau sur scène? Genre, mais c'est pas à toi de le dire. Oui, c'est ça. Et puis t'es obligé du coup de te ranger un peu dans une case, et t'as l'impression un peu après de t'enlever des libertés en te rangeant toi-même dans cette Ouais, case. Du coup, c'est un peu bizarre. une question qui peut être un peu dangereuse entre guillemets, mais après je comprends qu'on la pose, parce que enfin moi-même si je parlais de musique avec un pote, je dirais c'est quel style de musique s'il me parlait d'un nouveau projet. Bien sûr. Et c'est clair que plus ça va, et tant mieux, plus c'est des mélanges en fait, donc plus c'est compliqué à expliquer. Et du coup, ouais, dans mon cas, t'as c'est remarqué, vraiment c'est- genre un mélange de. Quand j'avais 12 ans, je me rappelle de l'album Life in Cartoon Motion de Mika, où il y avait Relax, Take It Easy et tout, cet album, où le moment, où c'est le premier CD vraiment que j'achète moi et que j'écoute. Et je me dis, mais c'est complètement barré, ça sort totalement de tout ce qui se fait actuellement, c'est trop cool. Donc il y a un truc très British, UK et tout. Et en même temps, je découvre les compilations du label Headbanger, sur lesquelles il y a des morceaux ultra énervés de club et tout, et où je me dis, tiens, là, il y a un truc nouveau qui se passe dans la production. Et pour moi,
c'est un peu ce mélange de ces deux choses qui a donné un peu le début de mon son, quoi. J'allais dire que souvent, j'ai l'impression que c'est plus facile de définir les autres artistes que de se définir soi. Et du coup, j'allais enchaîner avec Angèle. Du coup, comment vous définiriez Julien Granel ? Relou. Le tourbus, il sort plus. Non, mais sèche. musicalement, c'est ce que tu disais avant, quoi. Ouais, je pense qu'on est assez d'accord. En fait, à la base, on s'est rencontrés dans un appartement. On faisait un concert devant 12 personnes, vraiment, sur des cagettes en bois. Trop bien. Et du coup, moi, j'avais prêté mon clavier et tout parce qu'elle venait à Bordeaux, elle venait Pré-confinement, sans clavier et donc. tout. Waouh, ouais, pré-confinement. On est à année -4 avant le confinement, à peu Wow. près. Et je pense que. Mais son album, il est pas sorti à ce moment-là ? Non, pas du tout. Elle avait même pas sorti un seul morceau, donc c'était vraiment le tout début. Du coup, je pense qu'on était assez d'accord sur nos visées artistiques l'un l'autre quand on écoutait chacun notre set, quoi. Enfin, en tout cas, moi, j'ai retrouvé plein de points communs avec la manière de faire, de défendre le truc. Voilà, avec son clavier, ses petites prods derrière et tout. Voilà. C'est cool. Et c'est ça. Et du coup, j'allais vous demander, Angèle, mais vous répondez à mes questions avant que je les pose. C'est très emmerdant. Le métier. Mais Hein. c'était- Je vais te dire que j'en fais des interviews. Mais c'est comme ça que ça s'est un peu décidé. Julien Granel en première partie, c'est le fait non seulement de l'avoir rencontré avant, mais en plus de ça, de sentir que vous étiez un peu dans le même délire. Oui, je pense. Après ça, pour Parce le que tu coup, il peux pas faudrait prendre vraiment une- lui poser la question à elle. Mais C'est pour je ça, pense c'est pour ça que t'es là. hein. c'est pour ça que je suis là, pour pallier à ce manque terrible. On s'est vu 2 semaines avant que ça commence à tourner. Elle a dit tu fais quoi pendant 1 mois J'ai dit je sais pas. Parce que je rappelle, je suis un jeune artiste, donc je sais pas. Évidemment. Et du coup, elle m'a dit bah viens, on fait des dates la semaine prochaine. C'est le début de ma tournée. Est-ce que ça te dit de venir ouvrir les concerts? Et j'ai dit bah Mais là, c'était go. déjà une tournée un peu costaud quand ça a Alors commencé. c'était là à ce moment-là, elle venait de sortir, elle avait pas encore sorti l'album, je crois. Si, elle avait sorti son album. Elle venait de faire une tournée des festivals et elle commençait sa tournée elle dans des salles de 1000 places à peu près Ok. à ce moment-là. J'ai l'impression que ça a été, Angèle, corrigez-moi si j'ai tort, très très bien agencé et organisé cette ascension, non ? Ouais, bah je crois surtout que En termes de genre, on sort tel single en premier, ensuite tournée des festivals, ensuite l'album. Enfin, je sais pas ce que c'est l'ordre exactement, mais je crois que même si ça a été bien agencé, ça a surtout été hyper surprenant la manière dont ça a pris un niveau extrême. Donc je pense que malgré le fait de se dire il y a d'abord un morceau, puis un second, puis la suite, il y a quand même un facteur un peu inexplicable où d'un coup il y a le public qui s'empare du truc et qui là genre va au-dessus de tout ce qui peut être prévisible. Et je pense que c'est ça qui est cool. Et c'est ça que j'adore justement dans la musique. en général. Ouais, en général. Franchement, il y a un truc. Souvent, il y a plein de gens qui vont dire t'écoutes ce qui passe à la radio, il y a quand même des recettes et tout. Moi, j'ai toujours plein de contre-exemples en tête. Il y a des gars comme James Blake qui font des tournées mondiales et qui proposent une musique qui est pas du tout calibrée de base pour de la radio et tout. Donc, je pars un peu du principe, j'ai l'impression que la musique, elle fait toujours un peu son chemin et qu'au bout d'un moment, elle va toujours trouver le public que ça touche. Dans l'humour, c'est une discussion permanente, C'est évidemment. hyper lié. Et il y a plein de gens qui ont des théories, mais en vrai, il n'y a pas de formule. Ouais, Parce c'est que ça. s'il y avait une formule vraiment, bah, on serait tous des rostas, quoi. C'est Donc, clair. Et puis ce c'est- serait hyper ennuyeux surtout parce qu'il y aurait un truc vraiment où on s'attend à où tout le voir monde ce qu'on ferait la va même voir. chose. Ouais. Et Et- pour chaque truc où tu as l'impression que tu commences à établir une règle, si tu vois ce que je veux dire, genre, non, Ouais, mais ouais. tu vois, tel mec et telle nana, tu vois que c'est ça le schéma qui a été suivi. Pour chaque exemple dans ce genre-là, je peux te sortir un contre-exemple. C'est ce que Oui, tu disais pour toujours, la musique, toujours. donc, Mais moi, c'est ça que je trouve excitant. C'est la part vraiment d'inattendu et d'inexplicable. Alors, c'est vrai que c'est le truc qui peut être grisant quand tu prépares un album pendant 2 ans en te disant allez, là, je sens que ça va bien se passer et qu'au final, ça se passe pas. Et tu sais pas pourquoi, mais t'as le morceau 8 sur la tracklist qui a failli ne pas être sur l'album et qui d'un coup devient un morceau que les gens se prennent à 1000%. Et ça, pour le coup, c'est la part d'inexplicable que je trouve trop excitante. Parce que je me dis, demain, je sais pas, s'il faut, je vais faire un morceau pour rire et les gens vont se le prendre. Et ce que j'ai fait, j'avais fait un morceau avec mon pote Léo Walk, qui est danseur, en mode vraiment blague, parce qu'on était chez moi et qu'on était là, c'est Angèle tranquille. qui parle. Ah non, là c'est là, c'est plus moi du coup. Ok. On avait fait un morceau comme ça en mode blague et on avait mis un extrait sur une story Instagram, mais c'était vraiment un truc
qui devait pas sortir du tout. Et que vous avez Et- fait en. Et en fait, on a reçu des Vous l'avez fait en combien de centaines temps de messages, mais vraiment en 10 minutes quoi. Ouais. Et on a mis un extrait de 10 secondes où on dansait, on s'amusait à chanter les paroles. Ça disait j'aime les algues. C'était j'aime les femmes, j'aime les hommes, j'aime les algues. C'était vraiment un message d'ouverture totale. Et on a mis 10 secondes sur une story et en fait, on a reçu des centaines de messages. Et ça, par exemple, voilà, ça, c'est complètement inexplicable. Il paraîtrait qu'il y a une version qui tourne sur Internet. Je ne saurais pas le dire. Peut-être que je suis au courant. C'est une exclu. On ne sait pas. Bon, irremplaçable. Je reçois des messages de temps en temps. Angèle, moi quand j'ai découvert ce que vous faisiez, Angèle, parce que c'était un phénomène, hein, moi je pense que c'est comme ça que je suis tombé dessus, j'ai beaucoup aimé, franchement c'était cool, mais dans cette famille où il y a de multiples comptes Instagram, celui que j'aime de loin le plus, c'est celui de votre mère, C'est vrai que Laurence Bibot. Qu'est-ce qu'elle est marrante cette dame. moi aussi, je la trouve très drôle. Elle est très très marrante. Les doublages me font trop rire et c'est beaucoup hyper trop marrant, précis. les Ça a l'air doublages. trop dur Ouais, à ouais. faire surtout. Enfin, je sais pas, moi dès que je dois faire un. Mais j'ai peur d'en faire parce que maintenant je me dis c'est le concept de Laurence Bibot, tu vois, mais Ouais, j'ai un peu envie de ouais. doubler des gens. Ouais, mais c'est hyper. Ça a l'air hyper compliqué à faire parce que quand tu reprends une voix déjà existante et tout pour choper le moindre. Je pense qu'il faut que faut l'écouter un Ouais, paquet de vraiment. fois. Je sais que par exemple, dans la musique, quand tu tournes un clip, bah, tu dois faire du playback sur l'image. En tout cas, si y a un moment dans le clip où on te voit chanter, Ouais. t'es obligé de faire un espèce de playback d'image comme ça pour que. Et en fait, je me suis rendu compte très vite que c'était hyper compliqué. Alors que je me retrouvais Ah sur ouais un tournage de clip où je chantais ma propre voix. Ouais, et en ouais. fait. Mais c'est enfin, dur. Je m'en suis rendu compte avant des tournages de clips quand je faisais des petites vidéos, moi pour moi, où j'avais besoin de doubler le truc. Mais t'as quoi? T'as genre une oreillette? Non, T'as et un- le son dans une enceinte. Ah, tu ok, vois, on en- souvent, ouais. c'est une enceinte Bluetooth posée beaucoup trop loin. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est hyper compliqué parce que alors soit t'articules trop et c'est pas crédible, soit t'articules pas assez et c'est pas crédible. Et même quand tu le chantes normalement, t'es toujours un peu en retard. J'arrive pas à expliquer. Ah ok. Putain, Donc c'est drôle. très complexe. Donc j'admire la performance. Moi, ce qui m'amuse dans le même registre de comment tu gères le son au moment d'une captation, ça me fait beaucoup marrer quand je mate des films ou des séries et qu'il y a des scènes dans des fêtes ou dans des trucs comme ça. J'adore regarder les figurants. Figurant, ouais. Et les gens qui sont autour, les gens qui sont dans la fête, parce que quand ça a été filmé, il n'y avait pas de musique. Et oui. Et donc il y a un groupe de 60 personnes qui font semblant de Et puis, s'éclater. alors, surtout pour Ils sont pas dans choper- le même rythme forcément. Surtout s'il y a un dialogue au milieu. Ouais, exactement. Pour choper le dialogue, il faut Ah vraiment qu'il n'y ait aucun bruit. Donc il y a aussi des conversations qui sont simulées. Moi j'avais une petite expérience d'exactement cette scène. J'avais tourné dans un film qui s'appelle Bang Gang. Ok. Alors là, direct, ça devient chelou dit comme ça. Ok, ouais. Il est dispo sur. Non, il est dispo sur Netflix. Ok, Voilà. d'accord. Non, mais c'était il y a, je sais pas, c'était il y a 6 ans. Par hasard, une amie à moi qui s'appelle Marilyn Lima, qui était pas du tout actrice à ce moment-là, se fait appeler pour un film. Je l'emmène en voiture, on était à Bordeaux, elle devait aller voir la réal à Biarritz, donc je l'amène en voiture à Biarritz. Et en fait, j'arrive, je la dépose et la réal me parle, elle me dit attends, j'ai un petit rôle dans le film, ça te collerait trop, j'ai un bon feeling. Et ça faisait des mois qu'ils faisaient des gros castings et tout pour trouver des gens. Et je dis ah bon. Au début, je dis non parce qu'elle me dit ouais, ça s'appelle Bang Gang et tout. Je fais oui. Pas de souci. Et en fait, elle me rappelle et tout. Il se trouve que c'est Eva Husson, une réalisatrice qui a notamment dans la musique fait des clips pour M83 qui sont magnifiques ou plein d'autres choses. Et elle a Usan aussi fait Eva Husson. Ah pardon. Et elle a fait aussi un film qui s'appelle Les Filles du Soleil qui est à Cannes, qui est hyper beau. C'est une réal hyper engagée pour les femmes. Elle fait toujours des rôles féminins hyper forts et tout. Et c'est toujours des très beaux films. Et en fait, bref, je me retrouve là dans ce tournage où j'avais un mini-rôle, tu vois. J'avais une dizaine de répliques dans tout le film, quoi. Mais il y a une scène de soirée où j'ai dû faire le truc à la fois de faire semblant de parler derrière en mode... où t'en fais toujours trop. Et le truc de quelqu'un vient me parler dans la soirée et tout le monde autour est silencieux. Et du coup, la personne te parle un peu fort et tout pour ça crédible. Toi, t'es là, yes! Sauf que t'es dans une pièce avec genre 50 personnes. Ouais. Et ils entendent tout Où ce il y a que deux tu dis. perchistes. Ouais. Et ils sont comme ça et toi, t'es là, yes! Pas de soucis! Vos parents, justement, ils ont été... bon, ils sont artistes, ça, on le sait. Papa, chanteur, maman, humoriste. J'ai découvert qu'ils ont aussi chanté en duo. Et qu'ils avaient un duo qui s'appelait Monsieur et Madame.
Et aujourd'hui, après, forcément, en grattant, j'ai trouvé qu'il y avait un duo en France qui s'appelle Madame Monsieur. C'est vrai. Est-ce que ça les a saoulés? Ah, déjà, moi, je prends l'information, je la découvre au moment où tu me l'as dit. C'est vrai. Parce que j'ai pas la ref. Que les parents avaient un duo ou que Ouais, Madame c'est Monsieur, clair. c'est un duo qui existe aujourd'hui? Non, Ça- si, tu- Madame tu les Monsieur, connais oui, Madame Monsieur, je connais deux noms. Non, l'autre duo, j'étais pas au courant, mais ça me fait trop rire parce que j'ai vraiment l'impression que tu parles de mes parents. Depuis tout à l'heure, je me dis, waouh, j'étais plongé dans une réalité parallèle où je me disais, ils m'ont rien dit. T'es pas. Est-ce que ça pourrait marcher, tes parents qui chantent en duo? C'est un truc, c'est une Je scène que t'as jamais vue de pense. ta vie? Je pense que ça donnerait un truc assez incongru. Je pense que ce serait cool. Franchement, Toi, de ton côté, les parents peu fibre artistique ou pas du ils tout? font pas du tout de musique. Mon père, il a un garage de voiture. Ouais. Voilà, c'est Ah, ça, d'où le la- nom, d'où la le garage veste, de voiture. ok. Ouais, voilà. C'est un peu Et là- un délire réparateur de Formule 1 là, dans le style complet. Et ouais, il tient un garage et ma mère, l'assistante commerciale dans une boîte. Moi, j'ai découvert la musique en entendant une dame jouer du piano. J'avais 6 ans. C'est un souvenir précis parce que j'étais au CP. Et il y avait ce qu'on appelle un éveil musical. C'est genre, on te proposait de rester un peu plus à l'école le jeudi soir pour apprendre les bases, vraiment base, une initiation à la musique, quoi. Ah bah, Et du coup, c'est le faut croire moment que où c'était tu pas dis- inutile. Ouais, voilà, c'est le moment où tu dis oui pour rester avec tes potes un peu plus tard à l'école parce que c'est rigolo. Et en fait, premier cours, elle avait un petit synthé, elle a joué du piano. Elle s'appelait Flavie, si un jour elle tombe sur cette interview. Merci. et en fait, voilà, j'ai entendu du piano pour la première fois et je me dis, mais c'est ouf. Et du coup, je rentre chez moi, je dis, je veux faire du piano. Et c'était où? C'était dans les Landes, juste pour Ouais. que Flavie se reconnaisse? Exactement, dans les Landes. Et c'était vraiment. Moi, c'est vraiment mon premier choc de musique, quoi. Et du coup, je rentre et je dis, je veux faire de la musique. Et c'est pas passé. Et c'est pas passé? Ouais, non, c'est resté, tu vois, au final. Ah, pardon, ouais. J'ai cru que t'étais en train de nous expliquer. J'ai dit, je veux faire de la musique. Et, Et là, ça mes s'est deux pas parents, passé. et Ah mes non, deux parents non, ont fait c'est- genre, non, c'est mort. Ça va pas se passer comme ça, ok? Alors, je t'arrête direct. Moi, j'ai tendance à dire beaucoup, ça amuse pas mal mon père, que si je deviens parent, je vais être un parent extrêmement hypocrite Ouais. et que je vais les asseoir très tôt pour leur dire, écoutez-moi bien, personne dans cette famille va être artiste, ok? C'est hors de question, tout le monde ramène des bonnes notes en maths. C'est trop compliqué, les gars. Lâchez l'affaire Ouais, direct. franchement, Arrêtez. j'ai un peu cette mentalité de... Tu sais, quand les gens ils me demandent, souvent genre, ouais, quel conseil vous donneriez à des jeunes qui veulent se lancer dans l'humour? Mais te lance pas en fait. Genre, Ouais, c'est compliqué. Mais toi, par exemple, tes parents, quand tu leur as dit je veux faire de l'humour, et ils ont réagi comment? Ils t'ont dit Moi, ma mère, elle est artiste peintre. Ok. Et elle a eu, en tant que caricaturiste, une petite fame et tout. Et puis, elle est vraiment méga talentueuse. Et elle était assez pour, quoi. Enfin, elle trouvait cool, quoi. Mais, Ouais, parce qu'elle comprenait l'envie, du coup. oui, je pense. Mais en même temps, elle était pas très présente dans ma vie à ce moment-là. Mais mon père, non, mon père, c'était un peu compliqué. Aujourd'hui, il nie ce que je suis en train Ok. de te dire. Mais je pense que c'était un peu... Je sais pas si tu as eu cette expérience avec tes parents. Dans ma tête, je me dis que c'est un peu un truc de papa. Ça a compliqué nos relations, je pense, entre nous. Et ça venait du fait... En fait, au fond, la racine de tout ça, c'est de l'amour. C'est que tu t'inquiètes pour ton fils, quoi. Ouais, qui ça reste de qui la bienveillance. potentiellement a fait des études ou pourrait faire des études. Et puis il te dit, non, mais je veux être saltimbanque. Et toi, Avec tes un parents... arc-en-ciel qui se Ouais, dessine. voilà. Je veux être saltimbanque. Avec des paillettes comme ça. Et toi, tes parents, ils te regardent avec un air de genre, mais moi, je veux ton bien, mec. Genre, te crée pas des embûches. Je tu vois. vois. Bah, en fait, je crois que moi, dans mon cas, hyper tôt, mes parents, ils ont compris que ça allait pas me passer, justement. Ouais. Et surtout, en fait, je pense qu'ils ont vu très tôt que je Non me négociable. démenais. Enfin, même au moment où c'était pas du tout un enjeu, tu vois, quand t'es encore au collège ou au lycée. Enfin, moi, je donnais déjà tout pour faire de la musique. Je commençais à produire des morceaux dans ma chambre. En même temps, j'allais au conservatoire. Je passais les diplômes de conservatoire. Du coup, c'est un côté rassurant aussi, en vrai, d'avoir ces diplômes-là. Et ça a duré. J'ai entendu dans une interview l'autre jour que c'est long, non? T'as fait genre 14 ans, un truc comme ça? J'ai dû être inscrit à 7 ans, vraiment le moment où t'as l'âge pour être inscrit. Et ouais, solfège, piano classique, jusqu'à mes 19-20 ans. Donc ouais, ça fait bien 14 ans. Et bien dur aussi, parce que piano classique, ça rigole pas, quoi. Ouais. L'enseignement, il est hyper dur. tellement pas d'éducation musicale que Bah, je me rends disons pas du que- tout compte. En fait, tu sais, tu dois jouer des pièces du répertoire classique, ou enfin, dit classique, c'est aussi le répertoire romantique, tout ça.
Mais en fait, il y a une exigence et une rigueur qui est affolante, mais qui me sert de ouf parce que maintenant je peux jouer ce que je veux avec un piano, c'est cool. C'est ce que j'allais dire, Mais- c'est une très bonne base. Grave, j'imagine. mais moi je suis déjà sorti de mes cours de piano En larmes. déprimé, mais ouais, grave. Ouais. Parce que c'était trop dur et qu'il y avait un ton et tout qui était hyper strict. Et Angèle, vous avez quoi comme formation artistique du coup? Exactement la même. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'Angèle, pareil, elle a fait le conservatoire et avec jazz aussi, elle a fait un peu. Moi, c'était un peu semblable. J'ai fait conservatoire de musique classique et les 3 dernières années, j'étais dans un cursus qui s'appelait Musiques Actuelles, qui vraiment est un peu le même enseignement, mais qui prend un peu racine au début des musiques dites actuelles, c'est-à-dire blues, rock et tout. Et Donc c'était entre guillemets une fin de cycle un peu pragmatique, en Ouais, mode voilà. qu'est-ce qui la En fait, vraie vie quoi. en vrai, je me disais, ça va m'apporter un diplôme aussi en plus, tu vois, c'est un peu rassurant. Mais en vrai, je savais très bien en allant là-bas. En fait, je suis parti l'année avant le dernier diplôme. Parce Ah ouais que j'avais T'as pas fini? Non, j'avais à ce moment-là, je commençais à faire plein de dates, je commençais mon projet à moi, j'avais des demandes de maisons de disques et tout. Et en fait, le conservatoire était pas du tout conciliant avec ça. Et il commençait à me dire que c'était une connerie là d'arrêter maintenant et c'était un peu de la poudre dans les yeux, de la poussière d'étoiles. Saltimbanque. Et en fait, il y a un prof trop cool que j'avais, mon prof de clavier en musique actuelle, qui m'a dit les écoute pas, t'as trop raison, c'est maintenant ou jamais, fonce. Et du coup, lui, il m'a donné la confiance pour faire le pas. Donc ça, c'était trop cool. Du coup, je suis parti. J'ai un certificat de fin d'études musicales, mais j'ai pas le dernier diplôme qui a un an en plus, qui m'aurait demandé 4 heures de travail par jour de piano et tout. Moi, je me disais, c'est bon, j'ai déjà fait assez. Mais tes parents ils t'emmerdent toujours avec ce diplôme que t'as pas fini? Non, ils ont été cool avec ça. Mais vu que j'avais déjà passé des paliers de diplôme, c'était cool quoi. En fait, je pourrais être prof de piano en fait. Ouais. Donc c'est une sécurité que je savais que j'utiliserais jamais. Mais pour être prof de piano, il faut des diplômes. Ouais. Au sein d'une école, oui. Ouais, j'imagine, c'est ça. ouais, exactement. Enfin, dans les conservatoires et tout, il faut, ouais. Et en fait, tu dois passer un dernier truc qui comprend, je pense, la pédagogie. Tu vois, pour Ouais, pour l'aspect l'apprendre. Ouais, voilà, c'est enseigner ça. la Exactement. Mais moi, j'avais fait un deal vraiment de aller jusqu'à mes 20. J'avais dit au pif, hein, j'avais dit jusqu'à mes 21 ans ou quoi. Go et on verra après. Au pire, je prendrai des décisions. Et au final, étape par étape, je suis pas revenu sur le, sur le truc. musique. T'as quel âge, Julien Gardel? Là, je réfléchis toujours, c'est fou. J'ai 25. 25 ans. Je sais jamais, putain, c'est fou. Ok. Toujours, j'ai un doute. J'ai fait 25. C'est en récent novembre. ou... Non, en novembre, ouais. Ouais, bon, ça va, t'es encore dans la phase Ouais, mais de tu me transition. redemandes au milieu de l'année, je sais pas si j'ai. Moi, j'ai mis un moment, j'ai eu 30 en avril dernier. J'ai mis un moment à capter que j'avais 30 ans. C'est dur, hein. Moi, je pensais pas du tout. J'étais genre, Ouais, ouais. je me sens pareil. Mais de plus en plus, t'as un peu des trucs de genre, ouais, j'ai 30 Moi, ans. ça me quoi. fait trop peur. Déjà là, quand j'ai passé 25, je me suis dit, ouh là 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 là. Moi, ça m'a toujours fait un peu peur, là, le temps qui passait et tout, à chaque palier. Vraiment, jusqu'à l'année dernière, j'avais 20 ans dans ma tête. C'est pour ça que je bug sur mon âge. J'ai l'impression d'avoir 20 ans. C'est pour ça que tu depuis t'habilles 4 comme ça. ans. Ouais, grave. Non, mais je pense que c'est un truc à percer. Je crois que tout est lié. Je crois que c'est assez explicable. Et Paul à 14. 11, s'il te plaît. ans. 11 et demi. Souvent, ils disent et demi, tu sais. Ils y tiennent. Et il a embauché sans contrat. Ouais, voilà, non. Nickel. Aucune connaissance préliminaire nécessaire. Juste pour clore cette parenthèse sur vos parents, Angèle, le fait d'avoir des parents qui font de la scène, on est en droit de s'imaginer que ça vous a décomplexé vis-à-vis de ça? Tôt? Enfin, vous aviez pas une gêne par rapport à... Il y avait une facilité peut-être à se montrer devant des gens ou Je pense que ça peut servir de première expérience, mais je pense pas que ça conditionne totalement tout en toi et que tant que tu te fais pas ta propre expérience directement seul à présenter ta musique à toi devant un public, il manque encore ce truc, tu vois. Je pense que quand tu y vas pour accompagner quelqu'un, tu te mets pas totalement à poil devant les gens. ouais. Alors que quand tu y vas, je pense que c'est pareil, toi, quand tu arrives et que tu vas faire tes blagues, eh ben en fait... Bah, j'ai tout tu un te mets sketch nu. où je suis... Il n'y a pas de vêtements. Ah voilà, Mais, nickel. Mais les métaphores, on s'en fout. On y va, on va droit au but. Mais tu vois, je comprends grave ce truc de... si t'arrives, tu vas faire une blague, elle parle de ta vie. Et si les gens rient pas,
et bah c'est un peu plus douloureux parce que vraiment ça parle de ta vie. Quand tu viens faire ta musique, c'est une part de toi, quoi. si les gens se la prennent pas, t'as l'impression qu'ils ont un jugement sur toi et qu'ils t'aiment pas toi. Alors que si tu vas pour accompagner quelqu'un et faire de la musique sur une scène, t'as pas du tout ça te fait un bouclier, tu vois. Mais alors, ça me fait dévier sur 2 trucs que je voulais demander. C'est comment de jouer, parce que Angèle, vous composez vous écrivez, et puis souvent c'est vous qui composez la musique aussi. C'est quoi la différence des enjeux, justement? C'est un peu ce que vous étiez en train de dire, entre jouer quelque chose que quelqu'un d'autre a créé et jouer quelque chose que vous avez créé. C'est ça, c'est cette vulnérabilité de genre là, c'est vraiment moi ce que je vous montre. Si vous aimez pas, ça me touche très personnellement. Bah, je pense que justement on a ça en commun aussi sur le truc de pas s'être posé la question de jouer la musique de quelqu'un d'autre et de plutôt faire la sienne. Même si Angèle, dans son cas, elle a fait plein de covers sur Instagram qui l'ont aidé aussi à se faire connaître, mais qu'elle reprenait. Il y avait quoi vraiment comme sa cover manière. par exemple Je sais plus exactement les titres qu'elle a fait, mais je sais qu'il y a un moment où au tout départ elle mettait des bouts de chansons de 20-30 secondes sur Instagram. Où elle reprenait, mais justement elle avait déjà la force de le reprendre à sa manière et il y avait directement enfin c'était déjà le son Angèle directement, et je pense qu'on a ça en commun de se dire que vu qu'il y a vu qu'on a des références qui peuvent être éloignées de base, la seule manière de les lier c'est tout simplement de sortir tout ce qu'on a en soi et de proposer cette musique là, et du coup c'est vrai que ça c'est compliqué quand tu arrives justement à sortir tout ça si intime de toi, même si on parle même pas du texte là, parce que chanter en français c'est pareil, c'est direct un jugement de texte. J'avais pas prévu de demander ça, mais ça m'intéresse vachement Ouais. de le faire du coup. Spontanément, en tout cas depuis que je suis plus jeune, que les artistes qui chantent en français, c'est pas systématique du tout, mais t'as plus facilement tendance à les trouver ringards que ceux qui chantent en anglais, tout simplement parce que contrairement à ceux qui chantent en anglais, pour la majorité des gens, ceux qui chantent en français, tu comprends ce qu'ils disent. Ouais, voilà, et tu vas moins Et pour d'autres, tu te t'attarder. poses pas la question. Si tu écoutes de la musique anglaise et que tu comprends pas l'anglais, tu vas être touché par la mélodie, par la production, par le groove, par tout ce que ça t'évoque. Tu vas un peu te faire ta propre projection. Tu disais tout à l'heure, le premier truc que t'as acheté, c'était... Ah non, ta première expérience... Non, Ouais, t'avais dit c'était le premier truc que t'as acheté. l'album de Mika, Life in Cartoon Motion. C'est ça. Moi, mon premier single, c'est... je crois que c'est By the Way des Red Hot Chili Ok. Peppers. Ouais, je vois. Ouais, bah, donc, et du coup, à l'époque, C'est c'était... ça. Stranded in line to see the show tonight and there's a light on. Stand wanna feel, Yes, je vois très bien. Et voilà, On a donc tous fait on a... celui-là. Toi aussi, t'avais les lyrics. Ouais, voilà. Mais du coup, tu vois, le truc, moi, je prends d'abord des coups de cœur où c'est pas, ou même les morceaux d'Headbanger qui sont de l'électro, il y a quelques voix dessus, mais c'est jamais en français. Et Mais c'est vrai qu'en français, du coup, vous vous mouillez plus, quoi. bah, du coup, si on peut comparer, par exemple, toi avec ton métier, quand tu vas livrer un truc intime de ta vie, la réponse des gens, ça va être un rire. Et toi, ça va être ta petite récompense en te disant, là, j'ai livré un truc un peu scandaleux sur moi, mais ça a fait rire les gens. C'est ça, le contrat, Ouais. il est rempli. Mais du coup, c'est exponentiel. C'est plus... Je pense qu'il y a un peu ce côté, plus je risque, Oui, plus aussi, si ça aussi. fonctionne, la Grave. récompense est grande, quoi. De mon côté, sur la musique, si je chante une phrase et que les gens rient, c'est pas bon signe du tout. Non. Et du coup... Mais du toi, coup, il y a un côté un peu... Les gens, ils rigolent, non, à tes concerts? Ouais, bah grave, parce qu'en fait, j'essaie Mais parce que toi, d'apporter... t'aimes rigoler. Parce que, ouais, surtout, j'essaie de désacraliser un peu le truc. Et j'aime bien qu'il y ait l'autodérision qui soit présente pour que ça se prenne pas trop au sérieux. D'où les vêtements, encore une fois. Sachant que, ouais, et sachant Et que quand... Non, mais en vrai, oui, parce que tu vois, je me suis toujours habillé comme ça et tout, et ça faisait réagir quand j'étais au lycée et tout. Ça m'a jamais trop touché parce que ça me faisait rire, en fait. Et j'ai gardé ce truc, et j'aime bien... Si quelqu'un me clash, je vais souvent me clasher beaucoup plus que ce qui me clash, donc ça désamorce direct le truc et tu peux plus rien dire, quoi, à partir du moment où... Et j'aime bien un peu casser les choses pour les rendre un peu moins sérieuses, mais à la fois proposer un truc qui est profondément sincère et sérieux. J'avais fait par exemple un morceau qui s'appelle Danse encore, où en fait j'ai fait C'est très cool. Cimer. J'aime bien le constat, l'espèce d'évidence dans le refrain de Danse encore, parce que c'est... Si je danse encore et que tu danses encore, alors on danse ensemble.
Je crois bien. Ouais, il y a la question à la fin. On sait J'aime jamais. beaucoup l'idée du mec qui est genre, attends, qu'on soit bien d'accord. Là, On est d'accord que c'est Ouais, ça qui ouais. est en train de se passer. déjà, je trouve ce truc drôle de n'importe qui dans une soirée. Vous vous rappelez les soirées il y a quelques années. Tu vois, quelqu'un qui dit ah bah je suis en train de danser avec quelqu'un que je connais pas et je crois qu'on est en train de danser ensemble. Il y a c'est une sensation que j'ai retrouvée sur les premières parties des Zénith d'Angèle. Je dansais, j'avais des gens qui dansaient musique devant et je me disais je crois qu'on est en train je crois que c'est on ça, partage un truc et c'est cool. Et C'est en trop fait bien. c'est un simple constat comme ça que j'amène du coup sur une prod qui est assez funk avec des petites touches de disco et tout, où je fais vraiment le truc avec des vrais grooves et tout, avec des vrais instruments. Enfin, je me prends vraiment la tête à essayer de faire la meilleure musique possible. Et en fait, quand on a réfléchi au clip, je voulais rester dans ce truc-là de avoir ce côté-là d'autodérision totale, parce que le message il est pas hyper sérieux de base. Je l'ai pas vu le clip. Et je du crois. coup, le clip, j'ai fait un fake clip entre guillemets. C'est que j'ai posté des annonces pour que les gens viennent faire un casting et les gens venaient pour le casting et en fait c'était le clip. Trop bien. Ils pensaient qu'ils allaient danser, donc on disait qu'on voulait pas forcément des danseurs pro et tout. Ils arrivaient, ils allaient passer devant une casteuse qui est vraiment la casteuse qui leur parlait, et du coup ils attendaient dans un couloir et ils arrivaient dans la pièce en disant voilà, on va vous faire danser juste 5 minutes, répondre à des questions et on verra, on vous rappellera. Et en fait, quand ils arrivaient dans la pièce, j'étais là à la table, mais dans un espèce de personnage exécrable où je calculais personne, je renversais des trucs, où j'allais danser avec eux, mais je leur faisais faire n'importe quoi et tout. Et c'était un peu une expérience sociale, tu vois, qui était drôle. Et en plus de ça, je trouvais que ça allait bien avec toute l'idée du morceau qui se prenait pas trop au sérieux. Et du coup, ça... Le clip devenait un échange de gens qui sont face à un fou furieux qui leur fait faire n'importe quoi. Mais on le faisait ensemble. Et c'était ça le message de la chanson. Et au final, c'était un moment trop marrant, quoi. Ah, trop bien. Donc Je voilà. vois juste de le voir, le clip. Ah, le faux cul, je l'ai toujours pas vu ce clip. Du coup, ce que tu disais par rapport à les gens qui chantent en français versus les gens qui chantent en anglais Ouais. ou en autre chose, est-ce que Angèle, il y a pas un petit mépris ou jugement, ou je sais pas comment appeler ça du coup, de la part de ceux qui font l'effort de se mouiller entre guillemets et de chanter en français envers les francophones qui chantent en anglais? Je pense pas. Alors, dans le cas, si je réponds en tant qu'Angèle, je fais aussi des refrains en anglais à des moments. Ok, ouais, c'est Yes. vrai. Allez, bam. Qu'est-ce que tu réponds maintenant? et dans Qui a fait mes mon cas, fiches hein? et dans mon cas, moi, j'ai aucun souci avec ça. Au contraire, il y a plein de groupes que j'adore. Là, le premier groupe qui me vient, c'est Agar Agar. C'est un groupe français. Non, qui... c'est pas un morceau à Julien Granal, ça? Ah non, pardon, c'est... ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouh là là, bien vu, c'est vif. Hein. Ça va vite. Ouh, c'est un métier. Bam bam. Et du coup, ce groupe Agar Agar, la chanteuse s'appelle Clara Capagli et elle chante en anglais et ça défonce. C'est juste trop cool. Moi, j'ai aucun problème. Et puis même si on prend la musique française, on prend toute la French Touch, c'est tout en anglais. Daft Punk, Phoenix en anglais et on est trop fiers qu'ils soient français. Et en fait, ils défoncent tout mondialement parce que c'est juste de la bonne musique. Et eux, Les ils ont Red Hot cette Chili force-là. Peppers. Ouais, français aussi. Ouais, c'est- Exactement. Ils sont de Toulon. Pâté, exactement, leur gros single. et ce truc, moi, j'ai aucun problème avec. Au contraire, les groupes qui arrivent à garder cette French touch en chantant en anglais, toi, quand t'écoutes Phoenix, tu peux reconnaître, si tu t'intéresses un peu à la musique, que c'est français parce qu'il y a tous ces trucs de French touch, de cet héritage-là. Et je trouve ça trop bien. Justice aussi, qui s'exporte bien, c'est anglais aussi. C'est Marina Rollman qui m'a dit ça Ouais. un jour. C'était il y a longtemps. Hein. C'était Ouais. avant l'explosion d'Angèle, par exemple. Ok. Qu'il n'y a pas beaucoup de mecs qui arrivent vraiment à faire groover la langue française. Et c'est pour ça que j'aime bien les trucs comme toi, par exemple, Julien Granal. C'est gentil. Les exemples qui nous venaient à l'époque, des trucs où ouais, c'est langue française, mais un peu jolie, funky, cool. C'était des trucs comme... je crois que les deux exemples qui nous venaient spontanément, c'était genre Michel Polnareff.
À Ou, fond, c'est hyper et, ricain. Mathieu Michel Chédid. Cool la scène, je dis M. À fond, grave. Eh ben, dans les deux cas, c'est ça. Paul Naref, il a ce truc très américain, même dans le personnage et tout. Donc, il y a vraiment un truc qui, pour le coup, est pas hyper français dans l'approche, quoi. Mais alors, il y a des pianos qui groovent de ouf. Tu as c'est failli trop remplacer beau. Michel Polnareff Ah dans là cette là là émission. là, on aurait pu les bouclettes déjà, les bouclettes. C'est tout. Mais après, oui, on aurait pu. Sinon, ouais, Mathieu Chédid, il avait ce truc de groove, il a apporté une fraîcheur, tu vois. Il proposait un truc nouveau. Il y a aussi eu, à une autre époque, il y avait Étienne Dao qui arrivait avec un truc frais, Paris est sous la pluie. qui était plus anglais au final. Parce que c'était vraiment plus UK, British et tout, dans l'approche des prods et tout. Et il avait une vraie fraîcheur, il proposait un truc nouveau. Et encore avant, il y avait aussi Bashung, La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. qui lui, pareil, c'était plus français, mais la manière dont il allait poser le texte et tout, enfin justement sa manière d'écrire, elle était nouvelle, elle était fraîche, et c'était un peu un renouveau qui était cool. Je sais qu'il y a un morceau par exemple où Bachung, au milieu du morceau, il se met à faire la recette de la tarte aux pommes, tu vois, et c'est complètement what the fuck, mais c'est une image et c'est trop beau en fait. Oui, mais pour la tarte aux pommes. Et ça c'est cool. Parmi les mecs qu'on a mentionnés là, Paul Naref, Mathieu Chédid, c'est aussi des artistes qui ont des personnalités visuelles fortes. Angèle, est-ce que c'est important, nécessaire, je pense, j'imagine que pas nécessairement, mais en tout cas, est-ce que ça peut être important parce que vous-même vous êtes une artiste où dans les clips, tout ça, c'est non seulement c'est léché, il y a beaucoup de couleurs en général. Je parle même pas du mec qui fait vos premières parties. Relou. Mais trop de couleurs, Trop, Julien Granel. Le matin, tu Chromatiquement, te lèves c'est- dans le bus, t'as pas envie de. C'est bon, on a compris. Je veux un café, pas un arc-en-ciel. Merci. C'est le feeling de chacun. Je pense que c'est pas forcément pragmatique. Et puis, ce serait horrible de se dire que tout le monde le fait de manière stratégique, quoi, prend ses décisions comme ça. Mais ça peut peser pour être reconnaissable, pour être. Je pense que c'est important le fait d'avoir une image forte, ça aide juste les gens à mieux retenir aussi tout et à mieux comprendre souvent. Je pense que dans le cas d'Angèle, il y a les clips de Charlotte Abramoff qui ont été parce que c'est la même réalisatrice pour plusieurs des clips. ouais, pour la plupart des clips. Ah, donc il y a effectivement il y a une unicité, il y a Exactement. une cohérence. Et je pense que les clips, ils ont aidé un peu à comprendre aussi les morceaux, à donner des clés. Ils sont très cool. Et notamment des morceaux qui sont devenus un peu générationnels, comme Balance ton quoi. Le clip qui va avec, où il y a un gros cut au milieu avec Pierre Ninet qui vient C'est jouer génial. le gros relou et tout. Pardon, je te coupe. C'est trop bien parce que le message y passe avec la petite dose d'humour et à la fois la dérision qui va avec, et ça rend pour moi le propos plus fort. Je fais une parenthèse pour dire Ouais. que dans cette réunion, j'oublie toujours son nom, mais il y a un autre comédien que Pierre Ninet et je le trouve, je l'ai Je vu me dans plein de trucs souviens et je le trouve plus. excellent. Mais c'est pas grave, je le mettrai au montage. Le mec auquel je pense s'appelle Antoine Gouy, que j'ai trouvé vraiment super dans Au service de la France, une série de Jean-François Alain, absolument géniale sur les services secrets français des années 60, qui est sur Arte et Netflix. Pierre Ninet, je t'emmerde. Hein, par contre, mais Direct, c'est bon, on mais, a compris. non, mais l'autre gars, il est aussi très bon. Je l'ai vu dans plusieurs trucs. Mais pardon, oui. Pour moi, l'image, elle doit servir. Ça peut être dérangeant quand il y a des projets qui se montent que sur l'image, mais souvent, je pense que c'est les projets qui durent pas sur la longueur. Quand ça se construit que sur une image. Exactement. Ouais. Ça peut être le défaut. Hein. Je sais qu'il y a plein de. Enfin, je trouve de mon humble avis, je suis personne pour juger, mais je trouve qu'il y a pas mal de maisons de disques et tout en ce moment qui misent un peu trop sur l'image et qui vont justement reprendre trop facilement des codes de projets qui ont bien fonctionné. Comme. qui vont reprendre des Est-ce qu'il y a codes, des tu vois. parallèles à faire avec l'humour? Non. Non, non, je pense pas. Non, mais tu vois, c'est pour moi ça c'est que de l'image et c'est pas intéressant. Par contre, si l'image elle vient t'aider à comprendre le projet ou apporter une plus-value, tu vois, faire un truc artistique beau, grave, à fond. Mais est-ce que vous pensez, Angèle, que par exemple Julien Granel, aujourd'hui, il aurait du mal à raser sa moustache parce qu'il se dit ça fait partie du deal, quoi. Totalement, mais pas pour les raisons que vous croyez. C'est quand il y a un grain de beauté immonde Il là-dessous. laisse un suspense, on sait pas ce qui se passe au-dessous. Non, la vérité c'est que c'est même pas un truc où je me dis ah si je rase ma moustache, il y a plus l'image de ma moustache.
j'ai peur de voir mon visage sans ma moustache du coup. Ça fait trop longtemps. Je sais pas, si demain tu dois raser ta barbe, ça va te faire bizarre. J'ai cette barbe depuis. Je n'ai pas eu zéro. Genre, comme tu l'as toi. D'ailleurs, Ouais. je regardais beaucoup tes joues et tout. Parce que je me disais, Ouais, mais ouais. ça, c'est fait avec une lame, ça. Ça, la petite démarcation. Non, tout ce qui est les joues, le menton et tout, c'est fait avec une lame. T'as Ouais, pas. bah, je me suis rasé. Ouais. Ouais, mais c'est pas c'est pas un truc électrique. C'est pas. Non, ça. Voilà, le moment chiffon, c'est parti. Alors, le rasoir Non, mais électrique, moi, ça- il a du mal à. Ouais, ça, tout enlever. j'ai pas fait depuis, je pense, le lycée. Ah bah ouais. J'ai très peur de ce qu'on pourrait découvrir si on. Moi, si on perso, faisait ça. j'arrête pas de me couper. Voilà, vous savez tout maintenant. J'ai un grain de beauté quelque part, je sais pas de quel côté, sous la moustache. Et tu sais plus où il est. Et non, il est, mais je sais qu'il est au-dessus de la lèvre et il est à tel point que quand j'étais petit, donc on le voyait parce que Ouais, je ouais. n'avais pas encore de moustache. Toi non plus, tu l'avais pas quand t'étais petit. Non, enfin, je crois que. Je sais plus si je suis né avec ou pas, mais il y a moi que sur quelques photos de moi bébé, je crois que je l'ai. Ah, d'accord. Donc c'était déjà. Après, tôt. entre temps, je crois que j'ai dû enlever, mais je crois que je l'ai. Moi, je l'avais pas quand j'étais petit et du coup, j'avais ce grain de beauté au-dessus de la bouche et dans un coin et du coup, ma mère des fois m'appelait Cindy Ah non, en hommage à je sais pas si t'as la ref parce que t'es peut-être un tout petit peu trop C'est- jeune. Cindy Crawford. Ah si, bah oui. Qui c'était un peu son petit truc de fab. Ouais, et du coup, ouais, sa bah, moustache de Julien Granel à ouais, elle. ça c'est le truc, c'est soit tu te prends les vannes en mode vivement que j'ai une moustache, soit t'en fais une force et et tu l'assumes et c'est cool. Ah voilà, tout le monde m'appelait Cindy à l'école. Et, Du coup, t'as pris le choix de la moustache. toi tu viens du Sud-Ouest. Julien Ouais, Granel. exactement. Et Sud-Ouest. on est d'accord qu'on n'attend pas trop le rugby Non, comme non, tu là chantes. ça va. Là, non, mais alors si quand je dis le mot rose, j'avais un jour, j'étais en session studio et j'avais le mot rose au milieu et l'ingé son il disait mec c'est pas possible, on l'a refait et tout. Je disais mais qu'est-ce qu'il me raconte lui Qu'est-ce qu'il me dit? Non, parce qu'en fait, tu parles le même français J'entendais que pas. tout le monde jusqu'à Ouais, c'est bizarre. vraiment ça. Genre calme-toi et en fait je comprenais pas et je disais mais je comprenais pas pourquoi il me disait ça. On l'a refait 6 fois, il a fait non tu dis rose et je dis bah oui c'est ça le mot, c'est rose. C'est ça le mot dans la phrase. Pourquoi tu veux changer le mot? Je sais pas. Et en fait non. Du coup j'avais un accent de fou avant. Ouais. Je l'ai perdu. En parlant de trucs en anglais. Ah ouais, bah il y a eu il y a eu un morceau récemment avec Dua Lipa. Yes. Et moi j'ai lu partout que ça vous internationalisait, que ça vous faisait traverser l'Atlantique et tout. Et après je me suis rendu compte que Bruxelles-Londres c'est 1h30 en avion en fait. C'est pas vrai. non plus l'autre bout du monde quoi. Est-ce que vous voulez qu'on appelle Dua Lipa en FaceTime tout de suite? Est-ce que j'aimerais tellement. Hein? Est-ce que très bien le vrai regard public. remplaçant. Hein? Vous voulez ou pas? Ça vous ferait plaisir. Dites-moi en commentaire. Non, c'était cool ça, la collab avec Dua Lipa. Ça avait l'air, en tout cas, ça avait l'air super. Moi, je trouve ça trop cool qu'elle ait fait un morceau avec Dua Lipa. Surtout que moi, je suis fan de fou de Dua Lipa pour son dernier album, enfin, même ce qu'il y avait avant, mais son dernier album, je trouve hyper fort. Et je dis vraiment que c'est le meilleur album pop de 2020. Parce que moi, c'est l'album qui m'a parlé le plus. Et c'est marrant, du coup, j'ai regardé pas mal d'interviews qui parlaient de la conception de cet album. Notamment des interviews où ils allaient faire écouter les pistes par piste des morceaux et tout, donc qui allaient bien en profondeur. Et elle parlait de toute l'influence funk qu'elle avait pu avoir dans sa jeunesse. Elle parlait de Jamiroquai et tout. Et en fait, ça se sentait direct. Moi, je suis très très fan de Et Jamiroquai. moi aussi à fond. Et c'est pour ça, ça m'a pas du tout étonné quand j'ai vu les interviews. Et je me prenais direct les morceaux parce qu'il y avait. Je trouvais que ça groovait, que c'était ultra fort dans la manière dont c'était écrit, que c'était hyper bien produit. Et je trouvais ça hyper frais. Et c'était assez proche de la vision que j'avais, moi, de ma musique personnellement. Et du coup, je sais pas, cet album, je me le suis vraiment pris. Et je trouve que c'est vraiment, pour la pop mondiale, le meilleur album pop. Donc je trouve ça trop cool qu'il ait pu collaborer avec cet artiste. Ah bah voilà, pour les auditeurs d'Irremplaçable, si vous connaissez pas Dua Lipa, c'est une jeune artiste qu'on essaie de mettre en avant. Donnez-lui de la force. Allez donnez- liker son profil. Donnez-lui de la force. Allez la follow sur pas Insta, mal, Dua Lipa, ce je qu'elle crois. fait. On entendra Allez-y. sûrement parler d'elle un jour par chez nous. Je pense. Mais avant, elle avait fait, je trouve, ce qui est fort chez elle, c'est que cet album, du coup, il s'appelle Future Nostalgia, qui est très
il raconte un peu ce qui se passe dans le disque. C'est la future nostalgie de ce funk et tout. Elle a envie que cet album, elle puisse le réécouter avec le même goût avec lequel elle écoutait la vieille funk quand elle était plus jeune. Et je trouve qu'il y a toujours des choix qui sont cool. Avant, elle avait fait un morceau avec Calvin Harris qui s'appelle One Kiss. Et c'était un morceau qui est hyper house 90, tu vois. Et le moment où il sort, il n'y a rien qui sort comme ça autour. Et du coup, le truc, ça devient un tube mondial. Et c'est de la bonne house trop cool. Et après, elle arrive, elle fait de la bonne funk et qu'elle rend pop. Et ça devient des tubes mondiaux. Donc moi, ça me donne trop même d'espoir sur ce que devient la musique aussi. Enfin, d'un point de vue grand public commercial, je trouve ça très cool que mondialement, tout le monde se prenne de la disco comme ça dans la figure. En tant qu'artiste belge, Angèle, c'est important d'avoir la validation d'avoir percé en France. Moi, je vous dis aussi un peu ça en tant qu'artiste suisse, moi-même. Mais ça, tu vois, je saurais pas répondre du tout à la place. Toi, tu le. C'est un truc que tu ressens justement, le truc de te dire, vas-y, la France, il faut que ça le fasse. Ouais, t'es pas obligé, hein, parce qu'encore une fois, ce qu'on disait avant, il y a plein de schémas de carrière différents. Mais tu le vois, quoi, les gens qui tout à coup ont un déclic en France. Et tout à coup, ça s'accélère en Suisse. Et j'imagine que pour la Belgique, pour avoir parlé un peu à quelques artistes, c'est la même chose. Parce que les gens en Suisse ont les chaînes françaises, les gens en Belgique ont les chaînes françaises. Ouais. Donc tout d'un coup, si t'es mis en avant sur ces médias-là, par la force des choses, t'es aussi vu en Suisse. Et puis tu sors un peu du lot. Et puis des fois, ça te fait vraiment franchir un palier. Je pense que Thomas Wiesel et Marina Rollman, ça s'est senti avec France Inter, avec Quotidien. Ouais. Ils sont très talentueux et je les aime beaucoup en dépit de leurs nombreux défauts à l'un et à l'autre. Le fait d'avoir accéléré en France, ça a accéléré les choses en Suisse, je pense. Ce qui est intéressant dans le cas de la Belgique, c'est que je trouve qu'il y a eu un vrai truc de Paris qui d'un coup est allé chercher Bruxelles aussi. Il y a eu des artistes, il y a eu Roméo Elvis. Le frère d'Angèle, évidemment. Enfin, il y avait déjà Damso qui était là depuis un moment. Et puis il y a eu toute une scène, Caballero, Jean Jass, tout ce qui a suivi. Mets du respect sur mon nom. Et en fait, il y a eu un espèce de truc où d'un coup il y a de la lumière sur Bruxelles et Bruxelles aux yeux de Paris et de la France est devenu cool et trop bien parce que ça a fait émerger toute une scène qui continue d'émerger. On attend toujours pour Genève. Mais alors tu sais quoi, à Genève il y a des trucs de ouf. Il y a Makala déjà. Mais je sais que Dieu m'aimera pour toujours. Oui. Mais mec, tu sais que Makala il va. Je lui ai pas demandé encore, mais j'aimerais beaucoup. C'est un des mecs que j'espère faire venir dans le. J'adore ses interviews en plus, il est trop drôle. Ouais, il me fait marrer en interview. Je pense qu'il serait très marrant dans ce. Grave. Spontanément, comme ça, si tu pouvais choisir, tu le ferais remplacer qui, Makala? Makala, moi je le ferais plutôt remplacer un rappeur ou producteur ricain. Makala remplace Tyler the Creator parce que ce serait trop drôle, parce que ça fait partie des influences et tout, mais genre je crois que c'est dans un de ses titres, il dit qu'est-ce que tu me compares à Tyler qu'il est tareuse. Je vous laisse mettre les bips. Et du coup en fait il dit, et c'est dans son morceau Toys R Us, il dit si je vivais au stage j'aurais pop vite. Et du coup genre il a un truc un peu de tu vois, il a toute cette image, ce groove qui vient des États-Unis et tout, et qui lui replace en France parce qu'on peut le faire avec du français. Et lui, c'est la preuve. Lui, il sait faire groover à fond. Donc j'adore. Et puis après, il y a toute la scène Slimka et tout en Suisse. Il y a une grosse scène rap. Ouais, de ouf. Il y a une grosse scène rap. Il y a. Je fais genre, je les connais bien, tu sais. Pas du tout, mais j'ai entendu 2-3 trucs. C'est assez. Non, mais pour le coup, tu vois, moi, je pense que le moment où. Parce que Makala, ça se passe déjà très bien pour lui. Mais le moment où et j'espère que ça va arriver vite, le moment où ça va franchir un palier, pop encore plus, bah alors là ça va dérouler tout un tapis rouge à la Suisse, et c'est là où c'est cool, c'est le moment où il y a un qui émerge et la lumière qui est mise sur toute une scène. Et ça fait la force, je trouve, enfin, tu vois, ça fait toute une histoire et tout qui est cool. Ouais, les gens ils aiment bien. Il y avait pendant un moment on a eu
2-3 articles, genre dans Le Parisien, des trucs comme ça. Là, je parle pour les humoristes. Ouais. De la vague suisse où il y avait un peu ce truc revendicateur de genre, ouais, c'est fini les Belges. Oui. Maintenant, ça c'est has-been. Ok, on va arriver. vois. Nous aussi, on dit 90. D'accord. Ok, déjà. Et nous aussi, on écrit bien. Mais c'est ça la force pour moi, c'est une scène qui émerge, c'est vraiment plein de gens bienveillants entre eux qui se poussent vers le haut. Je trouve que les. Putain, c'est ça qui manque. Ah mais ouais, c'est ça en fait. C'est ça que j'ai pas mis moi Tu encore. vois, C'est il la aurait bienveillance fallu, et pousser les autres vers le. Putain. Est-ce que Angèle, vous sentez une différence entre le public belge et le public français? Ouais, va dire oui direct. Elle dirait oui. Je pense. Parce que, alors, pour le coup, les dates qu'on a faites, là je parle en tant que Julien, les dates qu'on a faites en Belgique, c'était la folie. Mais tu vois, est-ce qu'il n'y a pas un peu du côté parce qu'ils savent qu'elle est kiffée en France et du coup ça devient une ambassadrice un peu? Ouais, non, mais peut-être, il y a peut-être un peu de ça, mais en tout cas, je me rappelle de la toute première date à Bruxelles de cette tournée, c'était au Forêt Nationale. Et il y avait une énergie incroyable, il y avait une hystérie dans la salle, c'était impressionnant. Enfin, même avant de monter sur scène, déjà dans la salle, le brouhaha et tout qu'il y avait, c'était fou. Il y avait une espèce de truc, il y avait vraiment une hystérie qui était palpable, quoi. Même moi, en tant que première partie qui arrive comme ça, les gens ont rien demandé et je suis là. J'arrivais direct, je me suis pris un jet de puissance et d'hystérie totale. C'est chaud, ouais. Et la Suisse? La Suisse, il y a Suisse, dû avoir, non, une ouais. ou deux dates. On a joué à l'Arena de Genève. Et franchement, c'était trop bien. C'était la dernière date, si je me trompe pas. J'ai fait plusieurs fois aussi. C'est impressionnant. Ouais, je suis allé voir Trio. Je suis allé voir. Salle très impressionnante d'ailleurs, parce que dans les souvenirs, c'est une salle qui monte avec des gradins hyper hauts et tout. Je me rappelle justement, je suis retombé sur une vidéo que j'ai mise sur mon Instagram de cette date où il y a des gradins qui vont. C'était comment Genève alors? Et c'était la folie. Et en plus, il y avait ce truc-là c'était une des dernières dates qu'on faisait en mode zénith. C'était une des dernières dates Calais. Après, il y a eu des ajouts avec un peu plus de zénith début 2020. Il y avait les Bercy et tout. Mais le moment où on fait Genève, je crois que c'était la dernière date Calais en zénith sur le moment. Est-ce que en tout cas, pour moi, c'était la dernière. Ça changeait quoi ça? Et bah du ça coup, impliquait quoi? en tout cas pour moi c'était la dernière qui était calée. Après tu savais pas? Oui, à voilà. ce moment-là pour toi ça s'arrêtait là? Ouais, pour moi Okay. c'était la fiesta et c'était la fin d'un an et demi de tournée et c'est cool et voilà, c'était trop bien. Du coup il y avait un petit truc en plus comme ça de vas-y, avant de monter sur scène je me suis dit là je vais vraiment encore plus que d'habitude, je vais kiffer chaque seconde parce que génial. Un an et demi de tournée comme ça, là je me disais c'est la dernière fois que je reprends le tourbus après et salut, ça repart dans la vraie vie. Et on a bien entendu Angèle nous expliquer que Julien Granal aimait beaucoup le tourbus et il était difficile à déloger. Voilà, mais j'ai l'habitude des trains, des voitures cheloues, des vannes un peu inconfortables et c'était un kiff. Est-ce que la voiture de Julien Granal elle est monochrome ou pas? Elle est monochrome, c'est triste. Alors je cherche là un modèle, c'est une Polo Harlequin. Si vous avez là dans les commentaires, vous me dites. Si vous voyez pas à quoi ressemble une Polo Harlequin, c'est une voiture qui s'habille plus ou moins exactement comme Julien Granal. C'est celle qui a les portes différentes du châssis. Ouais, color block là, je la veux. J'en ai pas besoin à Paris, mais je la veux pour plus tard. Quand je suis sorti de scène, j'ai un souvenir là qui me vient. Quand je suis sorti de scène de l'Arena de Genève, il y avait Joe, le batteur d'Angèle, qui est un très bon pote à moi de longue date. Il est venu filmer avec son iPhone juste derrière. Il est venu filmer la fin du set. Et c'est la vidéo dont je parlais. Quand tu es en concert dans un zénith, tu as des retours oreilles, des ears. Donc, tu n'entends pas... T'as des sons d'ambiance et tout. Tu entends un peu le cri du public. Mais tu sais, c'est des ears, c'est moulé à ton oreille et tout. Du coup, tu n'entends vraiment rien. Tu les mets, il peut y avoir... Comme ça, t'es dans ton morceau, ouais. quoi. Et puis, c'est impossible d'avoir des retours... des retours comme on a en mode normal sur la scène. Parce que la salle est tellement grosse et tout, et vu que c'est pas justement sur du parler ou quoi, et que c'est du son, bah t'as un écho qui est abusé, t'entends plus rien et tu t'éclates les oreilles. Donc bref, t'as des ears. Et en fait, t'entends vraiment peu au final les gens. Moi, j'aime bien à la fin toujours les enlever quand je sais que ça va tout droit, que j'entends assez bien et que je vais pas me louper. Et quand je suis sorti de scène, Joe m'a dit: t'as entendu comment ça criait? Et je me suis dit oui, enfin j'ai senti qu'il y avait une énergie, j'ai senti qu'il y avait une énergie vraiment
où il y avait un peu plus encore que d'habitude, où vraiment, pareil qu'en Belgique, je sentais un petit truc d'hystérie totale qui était cool. Et en fait, en sortant, il me dit, mais je crois que j'ai jamais entendu crier comme ça. Et après, j'ai vu les vidéos et je me disais, mais j'entendais pas autant, en fait. Donc, j'ai ce souvenir-là de ça criait très très fort. Genève, faites plaisir. Ça crie fort. Mais 1206, mais il y a, je sais même pas lequel c'est 1206, c'est un quartier dans Genève, mais yes, le gars il lâche des numéros approximatifs. Non, moi, je suis né, yes, 62 800, mon numéro de sécu. 1217, Mérin. Non, mais je me demandais justement s'il y avait pas cette petite couche de love supplémentaire entre pays francophones satellites, entre guillemets, tu vois, de genre, t'es belge, je suis suisse. Ok, ouais, il y a un petit truc de, je vois. J'avais tendance à dire, des fois sur scène, je le fais quand je suis en Belgique, de dire, ouais, il y a toujours un peu ce truc de, ouais, nous aussi on est un petit pays multiculturel, et nous aussi on parle français, et puis 90, on dit 90, et puis le chocolat. et au bout d'un moment, il y a un petit blanc qui s'installe, et il y en a un des deux qui finit par briser la glace en disant, on est d'accord que les Français c'est un peu des connards des fois. Oui, ouais, voilà. Là, on va bien s'entendre. Voilà ce qui nous unit. Alors, tu sais quoi, dans un autre exemple, moi ça m'arrive quand je croise des gens à Paris qui sont pas de Paris et qui viennent par exemple du sud-ouest, tu vois. Ah bah oui. T'as ce truc-là ça, direct. Paris, ça unit les. Ah, mais les direct, gens de... tu vas croiser un gars dans une soirée, il va te dire qu'il vient de pas loin de chez toi où t'as grandi, et tu sais direct qu'il y a un truc et qu'on va se comprendre sur plein de choses. Il y a un passif commun qui est non négligeable, tu vois, directement. Le nom de votre premier album, Angèle, c'est Brol. Ça veut dire le dawa, quoi, le désordre, le bordel. Bah, d'ailleurs, je crois qu'à 2 lettres près, c'est bordel, brol. Est-ce que vous pouvez nous apprendre d'autres mots en flamand? Wow, Iris da Fieste. C'est tout pour moi. C'est le seul que t'as? Ma seule rêve. Je la garde au fond de moi. Elle peut me servir. On parlait de votre tournée dans différents endroits. Le disque, forcément, a été vendu dans différents endroits. Votre album, Angèle, a été numéro 1 en France, numéro 1 en Belgique francophone, numéro 1 en Belgique néerlandophone. Et en Suisse romande, la Suisse francophone, le mieux que vous ayez fait, c'est 2e. C'est quoi le mot flamand pour dire somme? Iris da Fieste. Mais la Suisse, pendant la tournée, c'était que Genève, du coup? Oui, on a joué 2 fois à Genève. On a joué une première fois à Tonnet. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle, c'est le live. On dit Tonnet. Tonnet, je crois. Ouais. J'ai vu les Stereophonics là-bas, dans cette salle. Mais alors j'avais déjà joué une fois à Tonnet, déjà avant. Okay. Une première partie de Loïc Noté, qui est un Belge aussi. Merci. Donc j'avais joué à Tonnet, j'étais revenu avec Angèle, et ensuite on est venu à l'Arena de Genève. Beaucoup plus gros que Tonnet. Ouais. Bien impressionnant. Ah putain, j'en mets. Et ouais, puis à chaque fois, good feeling la Suisse. Grave, franchement, à chaque fois. Surtout que la toute première fois où je suis venu, avant de venir avec Angèle, c'était la première fois du coup que je jouais en dehors de la France. Okay. Donc j'avais ce petit truc. Ouais, c'était déjà vraiment un peu, c'était très exotique, quoi. Bah de fou. Moi, je prenais vraiment le truc en me disant trop bien avec la musique. C'est la première fois que je sors de la France avec mon synthé. Génial. Tu devais être là, putain, c'est fou. Ma musique me fait voyager. C'est clair. Je suis dépaysé. C'est pas les mêmes panneaux. Les cafés valent 7 €. Exactement. C'est dingue, quoi. Mais c'était super. Du coup, j'avais un souvenir vraiment. Tu sais, j'avais un affect à cette salle, et du coup, quand on y est reparti, j'avais ce petit truc de me dire yes, je reviens, et c'était la première fois ici. Donc vraiment j'avais cet affect là. Et du coup, quand la toute première fois que j'y étais allé, il y avait je sais plus, du coup j'y passe 2 jours, je repars, et mon manager il y allait avec un tous les jours groupe. Je me réveille dans une nouvelle ville. Exactement. C'était à cette période là. Tous les matins je me réveille dans une nouvelle ville. Et mon manager il y était avec un groupe qui s'appelle Nostromo, un groupe de hard, et du coup il dit là je rentre de Suisse, et il m'appelle comme ça, il me dit je passe devant l'Arena, et il me dit un jour on ira, un jour tu vas y jouer. Mon manager il me dit ça comme ça, et il passe devant, il me dit je sais pas pourquoi là je te le dis, parce que c'est je passe devant, je trouve ça énorme, mais je sais pas pourquoi je t'appelle, et je dis ouais un jour tu vas y aller jouer.
Et après, bon, il y a eu la première partie. C'était une première partie, mais j'ai joué. Moi, ça m'arrive quand j'ai eu le bonheur ponctuellement de faire des salles très grandes et de loin, pas tout le temps, hein, mais ça m'est arrivé 2-3 fois. Et pour certaines mythiques. Et je me rappelle dire à mon père ouais, je joue à l'Olympia dimanche ou je sais pas quoi. Puis premier réflexe de mon père, tu fais la première partie de qui? Bah oui. Et Pareil. J'allais rebondir sur ce que tu disais quand tu parlais du fait que au final tu te retrouves à jouer à l'Olympia et que genre tu te dis ouais, tu présentes ton père en disant il dit tu fais la première partie de qui? Et moi j'ai le même truc de me dire c'était comme toi je suis en mode jeune artiste, tu vois, donc c'est pas normal pour nous de se retrouver dans des salles un peu trop prestigieuses d'un coup. Ah, enfin, parle pour toi. Non. Et en fait, moi il y avait un truc que j'adorais et qui me faisait redescendre à chaque fois, c'était que entre chaque salve de 4 zéniths dans la semaine, j'avais toujours une date au milieu de la semaine qui était une date normale, une date vraie de moi. Et en fait c'est comme ça que je me suis retrouvé genre 2 jours avant Bercy, jouer au Crous de Nancy. Ok. No offense, le Crous de Nancy. C'est agréable. pas Bercy. Mais 12 personnes dans la salle. Ah ouais. En plus, pas le droit de faire venir des gens extérieurs parce que c'était un truc. Dans une salle qui peut en accueillir, laisse-moi deviner, un peu plus que 12. Ouais, genre 300, 400 par là. Ok, ouais. Mon tourneur me dit communique pas sur cette date à Nancy parce que les gens extérieurs ne peuvent pas venir. Donc il faut juste une promo en interne, c'est vraiment pour le Crous. Et c'était vraiment très interne comme Et promo. j'arrive là et je sens que je vois pas d'affiche, qu'il y a pas trop eu de promo en interne. Et du coup, je joue devant 12 personnes et je finis le premier morceau. Bon, les 12 personnes qui sont là, ils kiffent, hein, ils dansent et tout. Le morceau s'arrête, donc t'as les applaudissements de 12 personnes qui s'arrêtent un peu vite. Et là, il y a un gros blanc et je dis genre, je joue à Bercy dans 2 jours. Non, mais tu l'as dit en mode genre en mode revendicateur. Direct. Genre, croyez pas que Calmez-vous ma vie direct. c'est ça. Hein. C'est pas ok. Parce que Là, c'est exceptionnel les niveaux de loose dont vous êtes témoin. Et au final, j'ai dit ça en mode blague et j'ai direct désamorcé parce que j'ai dit en vrai, j'ai fait 1 heure de concert et c'était trop bien, c'était trop drôle en vrai. Mais cool. alors, ça m'amène à te poser la question. Je trouve ça assez intéressant parce que combien de fois j'ai joué devant 12 personnes et c'est beaucoup plus dur de jouer devant 12 que de jouer devant 1000. Complètement. Mais 1000 fois plus dur. Ah ouais. Et c'est les gens, je pense les gens qui viennent d'un milieu extérieur. Alors ça me rassure de savoir que dans la musique c'est pareil. Les gens qui viennent d'un milieu extérieur, souvent je pense qu'ils ont ça a son lot de challenge aussi. C'est un peu différent, mais ils ont tendance à penser genre waouh, genre là tu joues devant 2000, ça doit être beaucoup plus compliqué. Pas forcément en fait. Et ouais, bizarrement, c'est toujours dès que tu vois. En fait, je pense que c'est juste que quand t'as 12 personnes devant toi, t'es obligé de les affronter dans le regard et le jugement. Quand on a 2000, tu les affrontes de temps en temps, mais tu peux pas tous les affronter. Là, c'est sur les 12 personnes, il y en a une qui se fait chier. Tu la vois directement. La fosse de ton concert est vide, y'a même des types qui courent dedans. Alors que sur 2000 personnes, s'il y a quelqu'un qui aime pas, tu le sens pas. Et c'est contagieux. Il y a ce truc en humour pour moi. Ce qui compte, c'est pas la taille de la salle, c'est le ça marche remplissage. dans plein de domaines, ce que je viens de dire. Oui, absolument. Oh là là, mais le remplissage, c'est le plus important, quoi. C'est-à-dire combien de gens il y a d'un point de vue relatif. Si c'est parce que 300 personnes dans une salle de 300, c'est le feu. Mais oui, 300 personnes dans un zénith, c'est horrible. J'ai fait plein de clubs de 300 places qui étaient remplis à la jauge normale et c'était trop bien. Et oui, et là pour le coup, vu qu'il n'y a pas l'écart entre la taille de la salle et le nombre de personnes, t'as moins cette pression-là parce que c'est un truc plus chaleureux. Mais à la fois aussi, le jour où il y a eu Bercy, qu'il y avait 17 000 personnes, j'étais pas bien non plus. Avant d'y aller quand même. Est-ce que tu penses que jouer dans une salle vide, en gros, devant quelques personnes, c'est plus dur pour un musicien ou un humoriste? J'ai l'impression que c'est plus dur pour un humoriste. Parce que... Alors, j'aurais tendance à imaginer aussi, mais j'étais très curieux de la réponse d'un musicien. Je me demande, il y a 2 choses. Je crois que quand tu es humoriste devant 12 personnes, c'est soit tu noues une complicité directe dès les premières minutes et ça devient un peu... pas comme une discussion parce que t'as pas à chaque fois le ping-pong de réponses, mais t'as un peu un truc de, à mon avis, de te dire je suis là avec 12 personnes, on a une discussion et t'es quand même en train de leur parler et tout. C'est vrai que la musique, il y a un truc gênant quand tu vas être devant 12 personnes, si t'as un set un peu énervé et tout, dansant,
tu vas être là à jouer un peu ta vie dessus. Et c'est un peu bizarre de voir un mec qui est là en train de kiffer devant 12 personnes. Et à la fois, il y a le truc où la musique, tu peux t'enfermer un peu dans la musique. Tu J'ai vois. l'impression que c'est Tu plus peux vivre facile le à truc, assumer. Ouais, c'est ça. Tu Alors peux que vivre le le mec truc un qui peu vit pour le truc toi-même. tout seul, Ouais. qui fait des blagues, mais il fait genre, il se rend pas compte qu'il y a que 6 personnes qui rigolent pas. Il a Ouais, l'air ouais. un peu bizarre. Ouais, bah ça augmente Bah, c'est comme si au milieu Ça du peut être concert, devant 12 personnes, je me mets à dire ouais, est-ce que vous êtes chaud là, pour le coup, le question-réponse, il y a un truc qui va se briser, tu vois. Il va y avoir un malaise qui va s'emparer de la salle et ne plus jamais partir en général. Angèle, c'est quoi les endroits qui vous inspirent le plus pour écrire? En tant qu'Angèle, je dirais que je pense que c'est le calme. Déjà, c'est un lieu en fait, hein, le calme. C'est Tellement vrai, on ça est ne se trouve pas partout. entouré de. Mais pour ma part, c'est souvent les endroits où je vais juste. Enfin, ça va être bateau comme réponse, mais les endroits où je vais me sentir bien. Souvent, quand je repartais dans les Landes, là où je suis né, il y avait un peu un truc d'immensité et tout qui contrastait avec tout ce qui s'était passé les mois d'avant. Et je retrouvais un peu une plénitude, un truc où je me retrouvais seul face à moi-même. Et à la fois, quand je suis seul trop longtemps, j'arrive plus, à un moment ça bloque. J'ai besoin aussi de vivre des choses et de ressentir juste des émotions dans la journée qui font que ça me stimule un peu. Et là, j'ai fait l'expérience le dernier confinement d'être dans une maison avec 10 potes à moi. Et on faisait tous de la danse, de la peinture, de la musique. Ah, ça doit être génial. Et c'était fou parce qu'il y avait un espèce de... C'était un peu comme une petite Warhol Factory, tu vois, mais en Normandie. Mais Voilà. Mais il y avait un truc stimulant, tu vois. Il y avait genre une espèce d'énergie commune qui m'a fait trop du bien pour avancer sur l'album. Mais alors justement, là, spontanément, c'est marrant. Il y avait un truc comme positif dans ta réponse, tu vois. Les endroits où je me sens bien, Ouais. le retour aux sources, etc. Je voulais demander, Angèle, est-ce qu'être good vibes et multicolore pour un artiste musical, c'est plus vendeur qu'être torturé et sombre? Je pense pas parce que souvent j'ai l'impression que les chansons plus sombres et torturées, elles vont plus vite toucher les gens au final parce qu'il Ok. va y avoir un truc... Parce qu'on vit dans un monde un peu cynique. Ouais, il y a de ça en vrai, hein, sans faire de vérité générale, il y a de ça, mais il y a aussi le truc de, je sais pas, tu vas écouter un morceau qui va te rappeler un moment triste de ta vie, direct tu vas avoir une émotion qui va monter, ce qui va être moins évident quand un morceau plus joyeux, alors soit il va te rappeler un moment joyeux et ça va devenir de la nostalgie, donc ça fonctionne aussi cette émotion, soit il va juste te donner envie de danser, et tu vas avoir peut-être un peu moins d'affect, ça va moins te rappeler des moments de ta vie. Donc je pense que justement les chansons les plus sombres, c'est celles... Enfin, de toute façon, on voit bien quand on est triste, on écoute de la musique triste pour se remettre un petit coup par-dessus. J'avais vu un mème très drôle. C'était un peu genre pointu entre guillemets. C'était quelqu'un qui avait marqué moi qui est en train de remettre mon passage préféré du son parce que je me le suis pas assez pris, tu vois. J'ai pas assez pleuré, donc je me remets le moment qui me fait pleurer. C'est drôle ce ça truc nous est tous arrivé, ouais, je suis bien sûr, sûr. de se dire je remets. Écoute, j'ai eu ça cette nuit sur du Pink Floyd. Qui est un groupe que je connais Intense. très très mal. C'est beau, hein. Mais il y a c'est ce morceau Comfortably Numb. Et j'ai pas fait l'effort d'analyser en plus de quoi ça parle. Et je suis sûr que c'est assez lourd. Et je crois que j'ai même fait exprès. Je crois que j'ai fait l'effort de ne pas faire l'effort. Parce que je me suis dit, c'est pas le moment là. J'ai vraiment beaucoup de taf. Mais je l'ai vraiment saigné en boucle. Bah, tu vois, on parlait des textes, de pas comprendre les textes et tout. Au final, toi, tu te prends un morceau comme ça. Et c'est ça la force de la musique, c'est que tu te prends toute l'émotion. Et ça peut raconter ce que tu veux dans ta tête. T'as même pas fait encore l'effort de voir ce que ça disait, mais ça t'amène à des moments de ta vie à toi et c'est ça que je trouve cool. J'aime bien me dire des fois que c'est pareil quand je fais des blagues sur ma bite sur scène pour les gens. Qu'après ils rentrent chez eux et qu'ils font c'est fou quand ils parlent de ça, à quel point ça. Tu vois, moi Je ça me m'a emmené reconnais. là-bas. Toi peut-être que ça t'a plus parlé dans ta vie par rapport à ça et. Waouh. Enfin bref, le fin de Pareil. l'histoire c'est que Charles Nouveau il écrit très bien. Est-ce qu'on s'en fout maintenant de Facebook pour communiquer sur les réseaux, Angèle? J'ai l'impression, hein. En fait, moi, je l'utilise plus.
Alors attends, est-ce que je suis Angèle ou je suis Julien sur cette réponse? Bah, j'ai pas été voir pour Angèle, Non, mais mais j'ai moi- vu combien Julien il avait en Ah followers ouais, sur Facebook. j'ai lâché C'était l'affaire. beaucoup moins qu'Insta. Mais t'as raison, mec. Hein. Ouais, bah en fait. Tu postes un truc, il y a 3 personnes qui enfin, ouais, ils ont changé en fait, l'algorithme. oui, c'est voilà, horrible. je crois que l'histoire d'algorithme là, a tué le truc parce qu'au final, tu peux plus parler à tous les gens qui te suivent, donc ben, ça perd Aucun juste l'intérêt, donc tout le monde migre. J'ai l'impression que c'est en train de devenir ça sur Instagram. Mais c'est ce qui me beaucoup. fait peur, c'est que ça appartient aux mêmes gens. Donc il va C'est se passer la déjà, même c'est chose. déjà le cas là Ouais. depuis les derniers mois. Clairement, les gens voient plus passer. T'as pas 100% des gens qui voient passer tes. Et c'est horrible un peu d'être dépendant de ce truc d'algorithme parce que, encore plus quand t'es un jeune artiste, t'as besoin de pouvoir avoir une plateforme où tu peux parler aux gens qui te suivent. Sinon, t'es dans un Ouais, mais brouillard on total. parle quoi. même pas de parler aux gens qui te suivent pas pour essayer de les atteindre. Mais Oui, ne c'est ça. serait-ce que les gens qui te suivent, quoi. C'est Ils me ça. suivent. Quand t'as une grosse couverture médiatique et tout, tu t'annonces des choses et il n'y a pas de souci, les gens sont là au rendez-vous. Quand tu bénéficies pas de cette couverture-là, t'as besoin de pouvoir parler à 100% des gens qui te suivent. Sinon, les gens, parfois, ils voient même pas que tu joues dans une ville alors que tu l'as. Donc ça, c'est un peu triste. Mais Facebook, j'ai lâché l'affaire un peu. Mais il y a encore des gens qui n'ont pas Instagram et qui sont sur Facebook. Donc des fois, c'est important de mettre Les aussi vieux. à jour. Voilà. Ou nos parents. On n'a hein, pas précisé ou les à deux. partir de quel âge c'est. C'est bon? Angèle, c'est qui votre idole musicalement? J'aurais pas sa réponse à elle, son idole suprême. Parce qu'on a une surprise. Non. Alors, elle est là ce soir. Non, tu sais pas. Tu peux. Si tu Je devais saurais spéculer, pas. tu penses qu'elle dirait quoi? Je pense que ce serait en tout cas un artiste avec des mélodies et des choses harmoniques qui se passent dans les morceaux de ouf. Parce qu'elle est très sensible à ça. Je suis tellement profane au niveau musical que là, j'ai Par vraiment exemple- l'impression que tu viens de dire. Je pense que ce serait un artiste qui a des notes et Ouais. peut-être des Et instruments. peut-être qu'il Yes. joue du piano sur un piano. Non, je sais que par exemple, je sais pas, elle reprend un morceau d'un projet qui est pas très connu qui s'appelle Hills. Un morceau qui s'appelle That Look You Give That Guy. Et qui est hyper beau. Et je pense qu'elle a un truc très folk et acoustique qu'elle aime beaucoup. Ou alors elle reprenait un morceau de Pauline Cross qui s'appelle T'es beau. Donc à mon avis, c'est vachement basé sur cette approche du texte, de la mélodie. T'es beau parce que t'es courageux. Pour moi en tout cas, mon idole suprême serait... Non, mais c'est pas avec toi que je te demandais. Il y Je a- te rappelle qu'elle est pas venue, on s'en bat les couilles de toi. Non, toi, c'est qui alors Toi, c'est qui Ouais, c'est... ça serait... Attends, je veux même pas le dire, mais non. Allez, maintenant, je veux savoir. Je vais garder ce mystère. Ah, putain, ils vont me détester, les auditeurs. Ok, dernière question à Angèle. Des distinctions dans le monde de la musique, il y en a quand même pas mal. Et vous en avez gagné quand même pas mal. C'est important, un Energy Music Award ou une victoire de la musique pour un artiste. Est-ce que ça tient vraiment à cœur? C'est, je pense, une récompense un peu... souvent, alors pas dans le cas des Energy Music Awards parce que c'est un autre système, là c'est le public qui vote. Ok. Mais par exemple, une victoire de la musique, c'est un peu une reconnaissance du métier parce que c'est c'est les gens... il y a 900 votants, je crois, et c'est... soit des gens de maisons de disques, des programmateurs de salles, des journalistes et tout. Donc c'est une belle reconnaissance. Après, voilà, c'est vraiment un truc en plus. C'est un peu chacun qui le prend comme il veut. Mais ça peut être un outil aussi, j'imagine. Ça peut, quand t'es un jeune artiste, c'est vrai que je pense que ça a aidé Angèle d'avoir une révélation féminine parce que ça met la lumière dessus. Et moi, cette année, j'étais dans les 8 derniers pour la révélation masculine. Ils en gardent que 3 à la fin, je suis pas dedans. Yes. Mais j'étais trop content d'être là déjà parce que tu vois, pour le coup, il y a. C'est ce déjà truc-là de t'as senti la mise en reconnaissance. lumière? Bah, en fait, c'est une reconnaissance vraiment de me dire. Ouais, je fais pas n'importe quoi. Ok, ouais, c'est ça. C'est un peu un signe de dire, ok, je suis sur la bonne voie. Et au final, j'étais trop content parce que dans les 8 derniers, j'étais le seul qui avait pas encore sorti d'album. Donc c'était surtout ça où je me En disais... plus, c'était de bon augure, quoi. Ouais, voilà, je me disais, c'est cool déjà d'être là. Après, voilà, c'est pas une fin en soi, surtout que il y a un problème de représentation aux Victoires de la musique de ce qu'est la scène réellement. Il manque j'ai plus le mot. Des catégories. Ouais. C'est un mot très simple. Hein. Il manque des catégories, il manque plein de monde, il y a plein d'artistes qui... Mais bon, il faut accepter le truc de base que c'est pas
Enfin, tu peux pas faire une cérémonie qui prend 100% de tout le monde. Je sais pas comment c'est dans l'humour s'il y a des récompenses comme ça, mais il y en a pas beaucoup. Il y en a de plus en plus, mais c'est pas moi. Mais je vois ce que tu veux dire dans le fait que ça fait du bien dans le sens où ça peut être un signe qui t'aide à comprendre que t'es sur la bonne voie ou que t'es pas complètement fou de t'être embarqué là-dedans. Oui, voilà, tu vois. c'est ça. Moi, c'est un peu ce que j'ai. Moi, dans mon palmarès, par exemple, j'ai gagné le festival de Dinard. Tu vois. Ok. C'est un peu ma victoire de la musique. Bam. À moi. Boum, Dinard. Euh, Boum. Mais non, mais c'est cool. Non, mais en vrai, ça fait partie des trucs qui te font te dire ah ok, bah vas-y, c'est bien, je suis sur non, la mais bonne en route. vrai, moi, c'est comme ça que je le vis. Et à ça la change fois- rien à ma carrière, mais tu te dis, ok, peut-être, je suis pas complètement fou de m'être embarqué Voilà, là-dedans. bah moi c'est pareil, je me dis la même chose en étant dans une sélection. J'en ai gagné comme d'autres, ça. hein. C'est pas y a pas que. Non, pardon. Je me dis la même chose en étant dans cette sélection là. Ouais. Mais Félicitations au passage. je me rappelle, merci beaucoup, mais je me rappelle quand même que c'est parfois c'est des cérémonies qui peuvent être excluantes dans le manque de diversité, Certains styles qui sont pas représentés. Ouais, peut-être, voilà. ouais. Donc, il faut pas le prendre comme une fin en soi. Mais en Ouais. tout cas, moi, j'étais crache pas ravi. dessus, quoi. Ouais, voilà. J'étais vraiment ravi et touché de me retrouver là, quoi. Angèle, enfin, c'est quoi vos prochains projets? De faire un nouvel album. Réponse commune. Moi, c'est juste de faire un album, tout court. On sait quand c'est le prochain album d'Angèle? Non. Non. Ça, c'était un an de non, on ne sait pas ou non, je ne dois surtout pas le dire. Non, je sais pas. Ok. non, mais c'est que c'est. Il faut qu'elle se laisse le temps déjà de respirer, mais de. Ah, putain, mais c'est vrai que c'était après une grosse vague. Après, là, c'est pas un secret, elle met des petits. Sur Instagram, elle met des petites photos de projets sur son ordi, donc elle est en ça train de taffe, faire de la musique. Ça taffe. Mais en tout cas, moi, c'est premier album. Voilà, normalement, cet été, comme tout le monde, programme changé, mais normalement, j'ai sorti mon premier EP. Juste après, j'allais jouer au Japon, à Montréal, à La Réunion, à plein de festivals. Donc ça, c'est dommage, mais c'est ciao. Et du coup, je me suis dit, je me mets direct sur l'album. Ce sera dans l'année. Et il y aura aussi des... 2021 ? Ouais. Je sais pas quand, mais... Là, on parle de Julien Garnel, donc. Hein. Ouais. Parce que ça dépend de plein de choses. Forcément, en ce moment, c'est pas simple. Quoi qu'il arrive, si ça prend plus de temps que prévu avec les événements, je mettrai de la musique un peu avant. Notamment, des morceaux, je pense que cet épisode sortira après, mais il y a Ouais. ce fameux live à France Inter que Ouais. tu as fait cette nuit, Exactement. où tu reprends du... Joule, Voilà. bande organisée. Qu'on a hâte de voir Et qui doit être à qui l'heure doit être sur ton actuelle, Instagram. ouais, logiquement. qui doit être disponible à l'heure Au actuelle moment normalement où sur on Instagram. diffuse. Et il y aura aussi, bon, je vais pas faire du teasing, mais en plus de l'album, je travaille sur plein de choses cool. Donc il y aura peut-être des petits bonus en plus dans l'année. Trop bien. Bang Gang 2. On se réjouit de voir la suite. Ça arrive. En ce moment, quand on va faire un tour dans la ville, c'est assez facile de trouver un endroit tranquille, non ? C'est clair. Là, on peut même plus le faire le tour de la ville, donc c'est un peu relou. Il y a quelqu'un Et tu qui peux m'avait- trouver un endroit tranquille, mais genre jusqu'à une certaine heure. Il y a un gars qui m'a fait rire sur Twitter, il avait partagé mon son d'effet. Il avait corrigé, il avait marqué on faisait le tour de la ville avec une petite astérisque. Ah ouais. Voilà. Dédicace à ce gars-là qui m'a fait rire. Des questions qu'on pose à tout le monde dans Yes. Irremplaçable. Julien Garnel, pour terminer. 3 choses que tu considères irremplaçables dans ta vie. De manière générale, je vais dire ma famille, mes amis, dans le même bloc. La musique, simplement parce que je me vois pas faire autre chose. Et la joie. C'est une belle réponse. La positivité. Surtout dans ces moments-là, là c'est vraiment... On avait dit 3. Plus- Julien, Ça va, mais il devient vénère au fil de l'interview. Julien Dans Garnel. 3 questions, il va se passer des choses très compliquées là. Il reste 2 questions. Yes. Julien Granel, 2 personnes que t'aimerais voir s'échanger entre elles. Échanger entre elles. De vie, de rôle, vie. de... David Bowie avec Tyler the Creator. Bon, il y en a un qui est parti, mais
j'aurais trop aimé voir un échange artistique entre les deux. Parce que pour moi... Ah, mais je disais pas que eux ils fassent un échange. C'est-à-dire, moi je te parle vraiment d'un mec qui prend la place de. Alors non, Tu pas vois. du tout. Terrible. Je disais exactement l'inverse. J'aimerais bien voir Tyler the Creator à la place... Enfin, pas à la place. Ça va être direct, genre des problèmes. Mais le voir remplacer, pour voir ce que ça donne, un des artistes qui vendrait le plus en France. Ok. Pour voir ce qui Être se dans un passerait. truc popu. Ouais, grave. En fait, j'aimerais trop d'un coup entendre un morceau de Tyler the Creator sur toutes les radios en France et voir les réactions du public et tout. Ok. Et je dis Tyler parce que le gars a des références hyper soul et tout, et de musique de ouf. Et il apporte un truc nouveau, je trouve, dans le hip-hop américain et donc dans comment ça influence le monde en vrai. Dans la musique. Et du coup, j'aimerais trop voir un artiste avec cette créativité-là et ce mélange des genres arriver et être un des plus gros vendeurs de disques en France pour voir comment la scène évoluerait et tout. Ça, ce serait intéressant. Ah, j'avoue. C'est marrant comme nom de scène, Tyler the Creator, quand on sait que le mec s'appelle Stéphane. Stéphane, exactement. Stéphane Enfin, Créateur. Une personne que toi, Julien Granel, tu aimerais secrètement remplacer. Une réponse pleine d'humilité. Mais je vais dire David Bowie. Ouais. Tu vois, j'en parlais là tout à l'heure. Mais vraiment, je mets beaucoup d'humilité là dans ce que je viens de dire. Il n'y a pas du tout de... Mais c'est juste... Ah, mais je comprends, ça serait un kiff. Ouais, voilà. Juste en mode idole. Juste de me dire... cette liberté en fait qu'il avait d'arriver à chaque fois avec de nouveaux personnages, Ziggy Stardust et tout, de proposer des choses complètement à contre-courant et tout. Je sais pas, il y a un truc qui a l'air hyper libérateur et qui moi m'inspire de fou. Et du coup, ouais, à fond. Moi, ça me fait ressentir beaucoup de liberté quand je vois des interviews, des lives et tout. Donc je dirais, voilà, Bowie. Trop bien. Et tu penses qu'Angèle, elle choisirait qui? Angèle, qui elle choisirait? C'est dur de parler à sa place sans la concerter. Qui elle choisirait? Je sais pas, mais ce serait comme je disais tout à l'heure, une artiste qui aurait... Je sais pas, en fait, il faudrait trouver un modèle d'une artiste qui ait genre autant d'engagement qu'elle, autant dans tous ces combats qu'elle mène, et ce même goût et cette même finesse pour la bonne musique, la belle musique et les harmonies et les paroles. Merci beaucoup, Julien Granel. Merci à toi. Je joue à Bercy dans 2 jours. Irremplaçable, cette personne est irremplaçable. Irremplaçable, cette personne est irremplaçable.